bar des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle soirée, ce nouveau mardi de l'espace. Ce soir, on va s'intéresser de plus près au système solaire. Et pour ça, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Fabienne Casoli et André Braic. On se lève pour dire bonjour. Alors, André, vous ne m'en voudrez pas, honneur aux dames. On va commencer avec Fabienne. Alors, Fabienne Casoli, vous êtes astrophysicienne au CNES et responsable des programmes études et exploration de l'univers. L'Institut d'astrophysique spatiale, astronome au LERMA, vice-présidente du conseil scientifique de l'Observatoire de Paris, puis directrice scientifique adjointe de l'Institut national des sciences de l'univers. Donc aujourd'hui, vous êtes responsable des programmes études et exploration de l'univers et vous avez notamment sous votre responsabilité, j'ai envie de dire, des chercheurs qu'on a rencontrés lors de dernières soirées au Mardi de l'Espace, comme Michel Viseau et Francis Rocard. Alors, en quoi ça consiste être responsable des programmes études et exploration de l'univers ? Alors, j'essaie d'inventer, de fabriquer les missions spatiales qui vont permettre de répondre aux questions que se posent les chercheurs. Donc les chercheurs viennent chez vous avec des idées de mission et... Alors, en gros, c'est ça. Bon, en pratique, c'est beaucoup de paperasse, beaucoup de réunions, beaucoup de machins, nanana. Mais en gros, ils arrivent avec leurs idées. Ils ont une question, disons. Ils ont une question. Ils ont souvent des idées pour y répondre. Et puis, ils nous disent, Fabienne, moi, j'aimerais bien aller rapporter un échantillon de la planète Mars. Ça doit être facile, pas de problème. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc, c'est à moi, à mon équipe, à toutes les personnes qui travaillent avec nous, aux ingénieurs qui sont à Toulouse, d'essayer de trouver une solution. Alors, une solution technique et puis une solution pour trouver, soit pour le faire nous-mêmes, le CNES, soit trouver des partenaires internationaux. Et puis, parfois, c'est pas faisable, ou ça a déjà été fait, ou c'est trop cher, ou voilà. Mais donc, quand je prends la distance par rapport à ce que je fais, comme je vous l'ai dit, c'est quand même assez administratif, c'est ça l'objectif final. Ça prend très longtemps, c'est compliqué, il y a des hauts, des bas, mais c'est ça qu'on veut faire. Trouver des moyens de répondre aux questions des chercheurs. Vous êtes vous-même donc chercheur, vous cherchez des solutions, vous cherchez des sous aussi beaucoup, je suppose. Oui, je cherche beaucoup des sous, souvent. Je cherche des coopérations internationales. Voilà. Et donc, vous avez travaillé donc, sur des missions à destination de l'exploration du système solaire, je suppose. Alors, donc nous, dans notre portefeuille de missions, actuellement, on a un grand nombre de missions d'exploration du système solaire, parce que je crois que c'est vraiment un âge d'or. Bon, peut-être que ça sera encore mieux dans 10 ans, dans 15 ans. Mais donc actuellement, on s'occupe des participations françaises à des missions comme Cassini-Huygens, comme Mars Express, comme Vénus Express, donc qui vont voir Mars et Vénus, comme les noms l'indiquent. Qu'est-ce qu'on a encore dans le portefeuille Bepi Colombo qui va aller observer Mercure. On s'intéresse à la planète Mars avec les projets ExoMars. On a tout un grand nombre de missions d'exploration du système solaire. Rosetta, qui normalement en 2014 doit aller explorer de près une comète. Se poser même sur une comète, c'est ça ? Oui, se poser sur une comète. Et vous êtes combien à travailler dans ces programmes-là Combien de personnes vous avez sous votre houlette, on peut dire ? Donc, dans mon équipe, il y a une dizaine de personnes, mais sinon, des chercheurs en France qui sont intéressés par l'astronomie en général, donc y compris le système solaire. Des chercheurs, il y en a entre 800 et 1000, ça dépend un peu comment on compte. Des personnes qui travaillent sur les missions spatiales, et là, à ce moment-là, il y a des chercheurs, mais aussi des ingénieurs, des techniciens. Là, je dirais, 500, 600. Et à Toulouse, donc dans la partie du centre spatial de Toulouse, la partie technique du CNES, qui travaille directement dans ce domaine, il y a, je dirais, au moins une centaine de personnes qui aident les chercheurs et puis les laboratoires, les ingénieurs des laboratoires à fabriquer ces missions à des degrés divers. Parfois, c'est vraiment juste de l'aide, parfois, c'est vraiment nous qui faisons les missions.
Mais quel est votre rôle concrètement? C'est-à-dire, vous signez la mission, vous dites OK, c'est parti, on peut la faire. Ouais, dans les mauvais jours, je me dis que mon rôle, c'est souvent de dire non, mais bon, c'est pas. Et les bons jours, j'ai dit oui, j'ai facilité quelque chose. Ça y est, Mais un petit oui pour de grandes missions. Oui, mon rôle, c'est plus disons, de facilitateur. Vous voyez, c'est un peu, c'est plus que de l'huile dans les rouages, mais c'est arriver à partir d'une idée qui est parfois pas très étayée. Bon, certains ont des idées très précises, mais arriver à la concrétiser. C'est très compliqué de porter une mission spatiale jusqu'à son bout. C'est un parcours du combattant. Vous imaginez pas le temps que ça prend. D'abord, bon, typiquement, ça se passe par des appels à propositions assez concurrentiels, comme on fait toujours maintenant. Mais le spatial, c'est comme ça depuis très longtemps. C'est-à-dire, une agence spatiale va dire, on veut faire une mission, proposez-nous des idées. Et il va y avoir 50 propositions et une idée retenue à la fin. Et puis, ça va se concrétiser 15 ans, 20 ans après. Après un parcours du combattant terrible, des hauts et des bas, chaque fois qu'il y a un problème technique, on s'aperçoit que tel truc qu'on voulait faire, ben, ça n'existe pas, c'est pas possible, il faut trouver une autre solution. Tel partenaire, on voulait travailler avec, je sais pas moi, les Russes. Ah bah les Russes, non, ils disent, ah bah non, finalement, on ne travaille plus avec vous. Il faut trouver un autre partenaire. Et puis, les missions d'exploration du système solaire, elles sont bien parce qu'il faut les lancer à telle date, alors c'est bien, on se presse. Mais si on rate la date, par exemple pour les missions vers Mars, ben c'est 26 mois après. Et puis après, l'important, c'est quand même les résultats scientifiques. Et ça, tout au long de l'exploitation scientifique, on est aussi là pour aider les scientifiques, aider à mettre en valeur leurs résultats, puis les aider à produire des résultats. Ils sont sous pression. Très souvent, il y a les copains et concurrents des autres pays qui sont là aussi pour travailler sur les mêmes données. Mais ça doit être une grande fierté aussi pour vous, une fois que les résultats tombent, même si souvent on entend le nom des chercheurs, des équipes qui ont trouvé telle ou telle chose. Ah oui, ça c'est le moment. Oui, c'est pour ça qu'on fait tout ça. On se dit, bon d'accord, c'était dur, mais ça valait le coup. On y est. On y est. Alors, avant de donner la parole à André, vous m'aviez parlé de la sonde Phobos. On en avait parlé d'ailleurs au bar sur l'exploration de Mars avec Jean-Pierre Bibring, Francis Rocard et François Forget. Vous m'aviez dit qu'elle devait retomber là. Quelles sont les dernières nouvelles justement parce qu'il y a eu un problème. Elle n'est pas partie vers Mars, vers Phobos finalement. Elle est retombée. Alors, il paraît dans le Pacifique dimanche soir. Ce dimanche. Ouais. Donc, elle était bien en orbite autour de la Terre, comme on s'imaginait. Oui, non, mais ça, on le savait parce qu'on avait des images. On la voyait quand un objet qui a 400 km et qui fait 5 mètres de long. On le voit, on a tous les détails. Donc, on savait qu'elle était là. La seule chose qu'on ne savait pas, c'est quand exactement elle allait rentrer et où. Et au fur et à mesure, les prédictions se sont affinées et elle est rentrée comme prévu dimanche soir. Alors ça c'est bien qu'elle soit rentrée, qu'elle ne soit pas tombée sur une zone habitée. Maintenant, pour les gens qui ont travaillé dessus depuis 7-8 ans, c'est un moment difficile. Oui. Hein. Mais on n'en sait pas plus pour l'instant sur les causes. On ne sait pas les causes exactes. Je ne suis pas sûre qu'on les saura un jour, puisque justement, on n'a jamais réussi à communiquer avec la sonde. Et puis que là, maintenant, si elle est au fond de l'océan Pacifique, on ne le saura pas. Les Russes ont mis une commission d'enquête sur pied. On a l'impression qu'il s'agit plutôt de désigner les coupables. Hein, et donc, on sent qu'il y a des gens qui vont valser. Hein, donc, c'est un peu dommage parce qu'on a quand même des coopérations à construire avec les Russes en ce moment pour l'exploration de la planète Mars. Hein. La science, c'est aussi des erreurs et des échecs. Ça fait partie aussi du métier, non ? Le moins possible, quand même. Le moins possible, oui. Mais c'est pas seulement de l'argent qu'on perd, c'est des années et des années de boulot. Merci Fabienne. Notre deuxième intervenant ce soir, André Braic, qui arrache le micro avec vigueur à Fabienne. Alors vous, André, vous êtes astrophysicien également. Vous êtes directeur du groupe de recherche Gamma Gravitation au CEA. Professeur à l'université Paris 7, Paris Diderot, CEA. Vous avez découvert les anneaux de Neptune en 1984. C'est étonnant, quand on parle d'anneaux, on parle souvent de Saturne. Hein, ils en ont tous. Ils sont tous mariés. Hein, ils en ont tous. Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, ils en ont tous. Toutes les grandes planètes. Alors vous êtes un spécialiste justement des planètes géantes. Vous avez écrit de nombreux livres et le dernier notamment qui s'appelle De feu et de glace, paru chez Odile Jacob. Vous êtes un spécialiste de l'exploration du système solaire. Hein. Vous êtes membre des équipes scientifiques des missions Cassini depuis 1991. Et
A priori, jusqu'en 2020, 2021, hein, c'est ça, puisque c'est une mission qui a été prolongée encore. 2017. 2017. Et j'espère que le CNES m'aidera un petit peu jusqu'en 2019. Donc, absolument, je fais déjà ma demande. Et donc, je cherche un boulot pour 2020, si vous entendez parler. C'est une demande officielle. Voilà, donc s'il y a des gens dans la salle qui sont intéressés, c'est quoi le système solaire? Où commence-t-il? S'il commence quelque part, où s'arrête-t-il? Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui du système solaire? Est-ce qu'on peut, Notre vision du système solaire a totalement changé depuis quelques années. Les deux grands progrès qui ont été faits, je dirais après la Seconde Guerre mondiale, depuis finalement les années 60, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'homme est enfin sorti de son berceau. L'homme est né dans un berceau, comme tout le monde, mais un enfant n'est pas condamné à vivre dans son berceau. Alors, je ne sais pas, si vous m'invitez dans 1000 ans ou 2000 ans ou 3000 ans, je viendrai dans ma chaise roulante, vous montrer qu'on s'est baladé un peu partout. Et dans les livres d'histoire de l'époque, ils diront « Ah, tout a basculé en fin de XXe siècle et au début du XXIe siècle ». Et pourquoi? Parce que pour la première fois, l'atmosphère grâce à laquelle nous vivons, nous respirons dans l'atmosphère, mais surtout l'atmosphère nous protège. Grâce à l'atmosphère, on est protégé des rayons ultraviolets, rayons X, gamma, etc. Mais en même temps qu'elle nous protège, elle nous masque une partie de l'information. Et pour la première fois, on a réussi à aller au-delà, de manière extrêmement timide, on n'est pas allé très loin. En allant au-delà, on fait deux choses. La première, on va sur place. Donc ce qui était des points de lumière dans le ciel pendant des millénaires sont devenus des mondes à part entière, avec des montagnes, des vallées, des cratères, des plaines et plein de choses, des lacs, etc. Et d'une part. Et d'autre part, nous recevons, grâce à nos instruments, les lumières que nos yeux ne voient pas, lumière gamma, lumière X, lumière ultraviolette, que sais-je, mais qui nous apportent une information précieuse. Autrement dit, ce qui fait basculer, c'est allant sur place, ça change tout. C'est comme Christophe Colomb, il découvre de nouveaux continents, c'est une nouvelle histoire de la Terre. Et recevant tous les rayonnements, on se rend compte que ce que voient nos yeux n'est qu'une toute petite partie de l'information. En d'autres termes, nous sommes enfin sortis du voile d'atmosphère, et chacun sait quand on retire un voile, on fait un progrès. Et bien c'est le progrès que nous venons de faire à l'instant. Et ça a tout changé. Alors ça change tout scientifiquement, parce que la vision que nous avons des planètes n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait auparavant. Mais ça change tout, je dirais, culturellement, philosophiquement, socialement, humainement. Et finalement, l'activité que nous avons, la vision, les grandes questions qu'on se pose, qui sommes-nous, allons-nous, qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce que c'est que la vie, est-ce qu'il y en a d'autres, etc. Je pense qu'on ne peut pas y répondre si on n'a pas un minimum de connaissances, soit en astronomie, et en biologie. On n'en parlera pas de biologie aujourd'hui, mais l'astronomie... Un petit peu, mais... On peut, mais alors je serais très mauvais. Et ça a tout changé. Et tout a basculé. Et c'est pour ça que je plaide que, je ne sais pas encore si je me présenterai en 2012 ou en 2017, là je ne sais pas encore, mais dans ce cas-là, j'aurai un programme déjà en 3 points, à l'exclusion de tous les autres, c'est la recherche, l'éducation et la culture. Je crois que le futur de notre civilisation, c'est ces 3 points. Et on voit plein d'homo tristus qui disent c'est la crise, il n'y a pas d'argent, c'est épouvantable. Or, nous n'avons jamais vécu aussi vieux, nous n'avons jamais été aussi bien soignés, nous n'avons jamais fait autant de découvertes. Et l'avenir est rose si on le prend du bon côté. Alors je vais maintenant répondre à votre question. C'est quoi le système solaire? Le système solaire, qui était des planètes isolées dans l'espace, vu comme ça au 19e siècle, pas du tout. Le système solaire, c'est un système complet. Il est composé d'un soleil, qui est une étoile, une boule de gaz, qui fait environ 700 000 km de rayon, de 8 planètes. Et nous avons défini une planète il y a 5 ans de cela pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Comme je suis un peu responsable de cette affaire, si vous me posez la question, j'y répondrai. Donc nous avons 8 planètes et pas une de plus, pas une de moins. Nous avons plus de 150 satellites. Nous avons 17 000 astéroïdes, mais nous en soupçonnons 400 000. Et nous savons qu'il y a quelques milliers de milliards de comètes. Et tous ces objets interagissent entre eux. Les astéroïdes cognent les planètes, les comètes rentrent dans le Soleil dans les planètes, le Soleil éjecte des particules qui bombardent la Terre, nous baignons dans un plasma qui communique. Et étudier la Terre toute seule, c'est totalement stupide, parce qu'elle est soumise sans arrêt aux influences extérieures, influence des planètes qui changent son climat, sujet d'actualité, influence du Soleil qui change son climat, les hommes qui changent aussi le climat. Donc tout cela à la fois, nous sommes dans un système complet, et nous ne pouvons plus parler de la Terre sans parler du reste. Et en même temps, quand les gens disent comment vous dépensez des millions, des milliards d'euros pour aller voir des planètes, on ferait mieux de résoudre le problème sur Terre. Et bien justement, si nous voulions connaître la Terre, le meilleur moyen de la connaître serait d'expérimenter comme le font les physiciens ou les chimistes dans le laboratoire. C'est-à-dire qu'il faudrait couper la Terre en deux, la refroidir, la réchauffer, changer sa composition, rajouter des trucs, la bombarder, la secouer, etc. Comme un physicien qui après fait ça, il écrit des lois et on embête les étudiants sur le sujet. Eh bien, c'est pas la peine. En allant visiter chaque planète, on en voit qui sont plus grosses, on en voit qui sont plus petites, il y en a qui sont plus chaudes, il y en a qui sont plus froides. Et par comparaison,
nous comprenons le rôle de chacun des facteurs physiques. Et si nous voulons connaître le futur de la Terre, si nous voulons savoir comment ça se passe dans le futur, c'est en regardant ailleurs. Alors je résumerai d'un mot, quand vous avez dans la vie un problème, c'est pas en vous mettant le nez au ras des pâquerettes que vous le résolvez, c'est en prenant du recul. Prendre du recul, c'est faire de l'astronomie. Et donc voilà ma réponse à la question. Le système solaire n'a plus rien à voir avec le XIXe siècle, donc quand vous me demandez ce que c'est, je vous le dirai, mais je ne vous dis pas que je vois Fabienne qui sourit doucement, qui veut arracher le micro à nouveau à André. Allez-y Fabienne, vous voulez réagir. Si tu me fais boire, je parle. Le système solaire, c'est aussi un système solaire parmi des milliards d'autres dans notre galaxie. Et des galaxies, il y en a aussi des milliards. Donc probablement autour de toutes les étoiles qu'il y a dans le ciel, qu'on peut voir dans le ciel avec nos télescopes, il y a aussi un système planétaire. D'ailleurs, il n'est pas unique. C'est ça aussi quelque chose qu'on a réalisé depuis 15 ans. Il est bizarre, il est singulier, mais il n'est pas unique. Petit aparté justement à ce sujet-là, il y a une étude qui est sortie récemment là, qui disait qu'il y a vraisemblablement plus de planètes que d'étoiles en fait au final dans l'univers. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Probablement dans notre galaxie, la Voie lactée. Oui, il y a une étude qui est parue la semaine dernière qui dit qu'il est probable que toutes les étoiles, en moyenne, toutes les étoiles de notre galaxie, de la Voie lactée, donc quelque chose comme 100 milliards d'étoiles, ont toutes au moins une planète. Et c'est quand on observe avec des moyens suffisamment puissants, c'est ce qu'on voit. Alors maintenant, est-ce que c'est des systèmes solaires, est-ce que c'est qui ressemblent aux nôtres, est-ce qu'il y a là-dedans des planètes habitables qui ressemblent à la Terre? Ça, c'est encore une grande question. Mais sinon, depuis 15 ans, c'est la grande découverte qu'on a faite. Et tu disais, on a changé de vision sur notre monde, sur notre univers, mais je crois que le changement de vision qu'on portera sur l'univers, ça sera quand on aura trouvé des signes de vie sur une planète en dehors du système solaire. Pour moi, là, on passe vraiment à autre chose. Bon, alors, signes de vie passés peut-être sur une planète du système solaire, mais sinon, des signes de vie sur une planète en dehors du système solaire, alors là, on s'apercevra qu'on n'est pas unique, et c'est vraiment quelque chose de différent. Voire dans le système solaire, après c'est... Juste une remarque, le fait qu'il y ait des planètes autour des étoiles, c'est une idée qui a été défendue par Démocrite il y a 2300 ans, qui a été défendue par Giordano Bruno, qui pourrait avoir dit cela, et des choses comme le fait qu'il y ait d'autres étoiles, étaient brûlées en place publique le 17 février 1600 à Rome, symbole de l'obscurantisme, en quelque sorte. Bon, il avait aussi dit que Marie n'était pas vierge, ça n'avait pas plu, ça. Mais pour tout ça, pour vous dire que ces idées que les philosophes ont manipulées pendant des millénaires, nous sommes la génération qui met la chose en route. Et comme l'a dit avec juste titre Fabienne, le jour où on trouvera un autre système solaire comme le nôtre, on le soupçonne, on n'a pas encore trouvé. Et surtout, le jour où on trouvera la vie, eh ben, sur les questions, la vie vient d'où, comment ça se passe, comment elle naît, comment elle se développe, comment sont les autres, je pense que ça sera dans l'histoire de l'humanité une date profonde qui changera beaucoup de choses et qui n'aura rien à voir avec la crise dont on parle aujourd'hui ou avec les nouvelles, des faits divers qu'on a sur la télévision et les journaux. On voit le hiatus qu'il y a entre les choses importantes qui se passent en ce moment, c'est des choses qu'on a en nous, et ce qui est dans les journaux, etc. et autres. Mais pour en revenir à notre système solaire, où est-ce qu'il s'arrête ce système solaire? Il n'y a pas un douanier qui... Il n'y a pas un douanier, il n'y a pas de frontière. Il faut simplement se rendre compte que dans notre galaxie, où il y a environ entre 100 et 1000 milliards d'étoiles, la distance moyenne entre deux étoiles est d'environ de 4 années-lumière. Donc une année-lumière, c'est 300 000 km par seconde. Comme disait l'autre, c'est rapide, surtout les années bissextiles. Hein, la distance, ça veut dire qu'à mi-chemin, vous avez une zone d'influence, en quelque sorte. Donc ou bien vous arrêtez la limite à la dernière planète, Neptune. D'une manière, ça c'est 30 fois la distance Terre-Soleil, c'est-à-dire environ 4,5 milliards de kilomètres du Soleil. Ou bien vous arrêtez la limite au petit corps qui tourne autour, ce qu'on appelle la sphère de Kuiper, et là on va 2-3 fois plus loin en gros. Ou bien vous arrêtez la limite à une espèce de cocon qui entoure le système solaire, qui est la zone où le milieu interplanétaire demeure, et puis on va passer ensuite au milieu interstellaire. Là nous sommes à 100 fois la distance Terre-Soleil, et les sondes Voyager ont franchi cette distance, et actuellement nous étudions le milieu interstellaire en direct. Ou bien vous arrêtez cette limite au nuage des comètes qui lui s'étend jusqu'à à peu près une année-lumière. Donc il n'y a pas de limite fixe. Il y a pas, on fait quoi? Simplement, on l'arrête où on veut. C'est un système soumis à... Le Soleil possède 99% de la masse à peu près de tout ça, donc tout le monde tourne autour, en gros. Est un système vivant, actif, se transformant, un système qui est né un jour, qui évolue sans cesse, qui ne ressemble pas à ce qu'il était il y a quelque temps, qui ne ressemble pas à ce qu'il sera dans le futur et qui mourra aussi un jour. Donc c'est un système complet qui est notre système auquel nous habitons. Je vous ai juste un mot, quand Fabienne vous disait une mission spatiale c'est long. Moi j'ai eu le bonheur dans ma vie de participer à 2 missions spatiales. C'est pas grand chose. C'est déjà pas mal.
Mais deux, ça fait deux gens. Enfin, deux machins chez un homme, c'est bien. Hein. Donc, on est dans la norme. La première, c'est Voyager, qui est une mission extraordinaire, qui est pour moi la plus belle mission. J'étais même pas. Voyageurs, c'est les sondes qui sont partis. Lancés en 77 de la Terre, atteignant Jupiter en 79, Saturne en 80 et 81, Uranus en 86 et Neptune en 89. Moi, j'étais étudiant quand ça a démarré. Les Américains ont la gentillesse de m'inviter. Ils m'ont demandé d'envoyer un CV que je n'ai jamais envoyé. Ça, c'est un signe que je fais à Fabienne quand je n'envoie pas mes dossiers. Hein, mais ils m'ont quand même recruté. Non plus, j'ai rien envoyé. Et donc c'est pas lui. Mission extraordinaire. Mais vous voyez que cette mission Voyager, 66, cette mission est décidée, 1966, fin de la mission 89. Et ça continue encore avec les mesures. La mission Cassini, je me souviens, j'étais dans un bureau avec 15 collègues à Pasadena, en Californie, au mois de juin 1980. Dans cette salle, on n'était pas nés. Hein. Et là, nous étions en train de discuter sur l'idée d'aller explorer le monde de Saturne. Et je me souviens, la majorité des collègues disaient « Non, ça coûtera trop cher. Ça sera trop difficile, on ne le fera pas. » Je leur ai sorti un slogan des années 60, leur disant que dans la vie, il suffit de dire qu'une chose est impossible pour qu'elle le devienne. Alors on s'est battus, on a mis notre cravate, on était voir le chef d'État, on a fait des discours, on a rempli des dossiers, j'en ai fait quelques-uns même à l'époque, et 10 ans plus tard, on a eu le feu vert. Coût de la mission, 4 milliards d'euros. On peut dire 4 milliards, c'est beaucoup. C'est pas grand-chose, 4 milliards. Quand vous pensez ce qu'actuellement, de nos jours, un banquier fait avec cette somme. Hein. Nous, on fait mieux. Hein, et donc 4 milliards d'euros, alors répartis sur 17 pays, sur 20 ans, c'est des centimes par citoyen. 1990, on a le feu vert. 6 mois plus tard, le Congrès américain coupe les crédits. Mais l'Europe, les 17 ambassadeurs ont écrit une lettre d'injure en disant comment vous rompez un accord international. Ils ont dit « Oh, pardon !» et ils ont remis les crédits. Un an plus tard, l'Europe a coupé les crédits. Dans le dossier. Les Américains ont dit « Oh, pardon !» parce qu'on a protesté. Les Européens ont dit « Oh, pardon !» Donc il faut toujours faire un projet international sur le fait que les parlements ne se réunissent pas le même jour. Hein. Quand il y en a un qui dit pardon... Voilà, on recommence. Donc, on peut encore faire des choses. Alors, 1991, on sélectionne les scientifiques. Appel d'offres dans le monde entier qui va en faire partie. J'ai eu la chance d'être sélectionné à l'équipe d'imagerie. Et là, on a construit la sonde. Pas moi, je ne sais pas tenir un tournevis. Mais avec les ingénieurs, on discutait. Nous, voilà un truc couvert de platine avec, en or et tout. Ils disaient non, c'est trop cher et tout. Donc, on discute. Lancement en 97. Arrivé à Saturne en 2004. Après un trajet en se promenant, survolant Vénus une première fois, Vénus une seconde fois, puis la Terre, puis Jupiter et puis Saturne. Pourquoi ? Parce qu'avec un tir direct, on serait arrivé trop vite. Et donc, il fallait arriver doucement. On se mène en orbite autour de Saturne en 2004. On définit la mission en 2008. En 2008, on a dit on voudrait continuer. Alors, du côté européen, nous sommes peu payés, mais à vie. Du côté américain, ils sont bien payés, mais sur un contrat pour peu de temps. Donc chaque fois qu'on prolonge une mission, les Américains disent ça va nous coûter cher. Les Européens disent non, on continue. Et donc on a été prolongé jusqu'en 2010. Et là, on vient d'apprendre, il y a quelques mois, un peu plus même, que nous étions prolongés jusqu'en 2017. Et après, on jettera la sonde dans Saturne de façon à ce que le plutonium à bord ne puisse pas polluer les satellites et autres. Donc vous voyez, cette mission, démarrage 1980, fin de la mission très près de 2020. Et probablement du dépouillement jusqu'en 2030. C'est 40 à 50 ans. C'est l'histoire du grand-père qui plante un arbre dont vont profiter les petits-enfants. C'est ça une mission spatiale, mais quel bénéfice, quelle aventure, quel plaisir et quel résultat. Bon, j'ai pas répondu à votre question, mais Bon, je note, hein, 2017, c'est fini. Hein. Je note les réactions de Fabienne. Non, parce qu'il faut dépouiller après. Hein. Il faut dépouiller, mais on verra. Sinon, ça n'a aucun intérêt. On a un choc là entre Fabienne et André. Nous nous connaissons depuis qu'elle est née, parce que j'allais dire depuis 10 ans, mais elle n'était pas née. Donc Est-ce qu'on a des premières questions dans la salle ? Parce que vous êtes nombreux, alors on va vous donner la parole. Au sujet de la mission pionnière, ou pionnier, je ne sais plus comment on parle, il y en a eu 2, je crois, mais alors dans les 2 cas, la sonde, elle a ralenti de manière mystérieuse. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce qu'on a abouti des conclusions là-dessus ? Est-ce qu'on a compris ce qui se passait ? Parce que ça semblait violer les lois de Newton, tout simplement. Non, ne vous inquiétez pas, personne n'était violé dans cette Est-ce qu'on peut rappeler déjà ce que c'est la sonde Pionnier ? Enfin, quel est son objectif ? Pionnière 10 et Pionnière 11 ont été conçus, j'essaie de me souvenir, dans les années 72-73, et le but de la mission était de visiter Jupiter. Et donc on a lancé cette sonde vers Jupiter, et puis on s'est rendu compte que si on passait à la bonne distance de Jupiter, on pouvait aller plus loin. Alors l'une a continué sa route, et l'autre, on l'a lancée vers Saturne,
Et c'était en quelque sorte un kamikaze. Kamikaze à plusieurs points de vue. Kamikaze parce qu'on ne savait pas à l'époque si on pouvait franchir la ceinture des astéroïdes sans dommage. On n'était pas allé au-delà de Mars. Et on s'est rendu compte, aucun problème. Les films de science-fiction qui vous montrent des cosmonautes en train de jouer entre les astéroïdes, c'est totalement ridicule, idiot et correspondant à rien. Donc, de manière est passé sans problème. Deuxième kamikaze, on est passé très près de Jupiter et de Saturne. On ne savait pas si les instruments pourraient résister aux champs magnétiques, aux champs électriques importants de ces planètes. Donc là, pas de problème. Ça s'est bien passé. Et la sonde Pionnière est arrivée auprès de Saturne quelques mois avant la sonde Voyager, donnant les premiers résultats. Et puis ensuite, quitte le système solaire. Nous continuons à suivre ces sondes, comme les sondes Voyager. 4 sondes actuellement quittent le système solaire, Pionnier 10, Pionnier 11, Voyager 1 et Voyager 2. L'émetteur à bord fait 20 watts, moins que votre lampe de chevet quand vous lisez le soir chez vous, mais nos grandes oreilles sur Terre ont toujours le signal. Et pour les Voyager, je pense qu'en 2015-2020 à peu près, et Pionnier, un des deux est arrêté et l'autre continue. Alors on a regardé le signal, on a regardé la trajectoire, et évidemment quand on fait une mesure physique, il y a toujours des barres d'erreur. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un tout petit écart à un petit calcul simple qu'aurait fait un étudiant de Bac plus 2 sur loi de Newton autour du Soleil, etc. Alors évidemment, il y a des scientifiques qui se sont emparés, on dit « Ah, on vient de trouver un écart à la loi de Newton, Einstein et tout, pas du tout. En fait, ce qui se passe, cette sonde en question, elle a été construite sur Terre avec une pression atmosphérique importante, et quand elle est dans l'espace où il y a du vide, il y a un dégazage important. Et donc, ce dégazage était important en allant vers Jupiter et Saturne, mais il reste encore des petites choses. Et si vous faites partir quelques molécules de cette sonde, ça va évidemment un petit peu changer sa trajectoire. Et nous connaissons mal ce dégazage, d'autant plus cette sonde n'est pas complètement sphérique, c'est-à-dire avec un dégazage symétrique, mais elle est, comment dirais-je, très dissymétrique, et donc avec un dégazage asymétrique. Alors, moi, je ne travaille pas là-dessus, mais il y a un monsieur qui s'appelle Edward Stone, il est prof à Caltech, c'était le directeur de la mission Voyager. Le genre d'individu, vous voyez, on pense qu'à la naissance, il a dû avoir du câblage en plus. Hein. Il comprend tout, il est intelligent, il a de l'humour, il est sympa, il est honnête, enfin, il a toutes les qualités, ce garçon. Donc, chaque fois que j'ai un problème, je dis, Ed, explique-moi. Et Ed m'a dit, ce qui se passe, c'est que nous sommes dans la barre d'erreur. C'est-à-dire ce dégazage mal compris, eh bien, peut interpréter cette très légère déviation. Simplement, si vous dites la sonde dégaze un petit peu, j'ai un écart, bon, bah, vous avez remarqué un point technique sur le dégazage des métaux dans un espace où il y a un peu. Si maintenant vous trouvez un écart à Einstein et Newton, c'est la célébrité pour 5 siècles. Vous comprenez donc que certains scientifiques jouent cette carte en disant ah, et alors du coup la presse évidemment qui toujours annonce les grosses nouvelles met des gros titres, écart à la loi, je me souviens, les lois sont violées, ils sont tellement peu violées qu'on est passé près de Neptune à 3 mètres de précision, donc ça marche très bien. Newton impeccable, Einstein impeccable. Bah, c'est comme l'histoire, vous savez, des fameux neutrinos qu'on a annoncé plus vite que la lumière. J'ai écrit un article dans le journal suisse Le Temps, suisse parce que c'est à Genève qu'il paraît, dans lequel j'expliquais que c'est pas les neutrinos qui allaient plus vite que la lumière, que c'était l'information qui était trop vite, et que les physiciens des particules en question avaient inventé une nouvelle particule que j'appelais le budgeton, hein, puisque et ça a marché, ils ont les crédits. Hein, donc il ne faut pas s'affoler sur cette loi-là. Simplement, on continue à suivre Pionnière et Pionnière. Pour l'instant, rien ne permet de dire, puisqu'on est dans la barre d'erreur, qu'il y a un écart. Il pourrait y en avoir un, mais il serait inférieur à la barre d'erreur. Et si on voulait vérifier ça complètement, il faudrait lancer une sonde de forme parfaitement sphérique, et conçue pour cela, étudiée pour cela, et lancer un petit peu plus loin. D'ailleurs, il y a des gens qui ont des projets de cette nature. Mais pour l'instant, on ne peut rien affirmer au point de vue d'un écart. C'est quand même important, parce que la décélération est la même dans les deux cas, et elle fait intervenir, quand on fait le calcul, on trouve le rayon de Hubble actuellement avec une précision qui est relative assez bonne. Donc quand même, il y a peut-être un phénomène, et j'ai vu, il y a des papiers qui sont sortis là-dessus, comme quoi ça pouvait prouver l'expansion de l'espace. Enfin bon, ça serait relié à quand même la théorie de la relativité. Donc à mon avis, c'est un petit peu rapide, ça serait peut-être un petit peu rapide d'expliquer ça par un petit jet de tuyau. Parce qu'il faudrait une coïncidence extraordinaire qu'un vrai scientifique ne peut pas quand même admettre simplement. Parce que la valeur de la décélération, elle est bien mesurée et elle est directement liée au rayon de Hubble. Bon, c'est simplement la remarque que je voulais faire. Oui, on peut pas. C'est pas une question qui a été évacuée comme ça. Il y a eu beaucoup de débats entre les scientifiques, en particulier américains et français, en fait. Il n'y a aucun moyen de trancher là-dessus. C'est pas un effet qui est significatif. Hein. C'est pas quelque chose qu'on puisse dire. C'est évident. En même temps, c'est pas du tout impossible qu'on trouve des écarts à la loi de la gravitation. C'est des choses qui sont prédites par certaines théories physiques, et ça serait vraiment très intéressant, très rigolo de les trouver et de les prouver. Mais c'est pas avec cette mission-là qu'on peut le faire. Effectivement, il y a des projets de missions spatiales, parce que là, il faut des missions spatiales qui sont destinées à prouver ça. C'est des mesures extrêmement difficiles, mais il y a au moins une mission qui est à l'étude. C'est un projet à l'Agence spatiale européenne, dont un des objectifs, c'est d'essayer de prouver ça.
C'est pas du tout évident que ça soit faisable. Sur laquelle vous travaillez Oui. en ce moment? Les équipes françaises travaillent avec des équipes allemandes. C'est un projet, hein. Comme je l'ai dit, presque tous nos projets passent par une phase de compétition. Et là, on a 5 projets qui sont en compétition pour en fait une seule possibilité de lancement. La compétition, ça porte sur l'intérêt scientifique, la faisabilité technique, le coût, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut se payer. Enfin, c'est tout un ensemble de critères qui font qu'à la fin, on va décider ou pas de faire la mission. Mais on prend ça très au sérieux. Maintenant, pour l'instant, comme l'a dit André de façon très vigoureuse, il n'y a rien d'évident. Mais il faut voir qu'on a envie de trouver des choses comme ça. Les scientifiques, ils ne cherchent pas à prouver la gravitation, la relativité générale et prouver qu'il n'y a rien de plus. C'est bien plus rigolo, effectivement, ça rapporte plus, mais c'est aussi bien plus intéressant pour eux, pour leur vie scientifique, de trouver des choses nouvelles. Est-ce que ce n'est pas l'inverse, justement, chercher à montrer que c'est faux, enfin pas que c'est faux, mais à la bousculer. Je vais préciser un point. J'ai répondu de manière extrêmement rapide parce qu'on peut parler pendant toute la nuit de ce point en détail. Et c'est vrai qu'il y a des questions posées. D'ailleurs, il y a des dizaines de gens qui travaillent dessus. Et j'ai été un petit peu vite en disant c'est prématuré. C'est ça que j'ai voulu dire, tout simplement. Et je souscris complètement à ce qu'a dit Fabienne là-dessus. Mais ce que fait un scientifique à tous les jours, un scientifique tous les jours remet en cause des choses acquises. Alors, c'est ça l'ambiguïté. C'est que remettre en cause, c'est chercher si ça marche ou pas. Et tant qu'on n'y arrive pas, la théorie tient. Je te donne un exemple. Moi, j'ai enseigné aux étudiants pendant 40 ans que l'univers est en expansion. J'en suis persuadé que l'univers est en expansion. Je l'enseigne, j'écris des bouquins sur le truc, etc. Qu'est-ce qui me dit que dans 3 ans, dans 30 ans, dans 3000 ans, il n'y a pas qu'à dire « Regardez Braic, il avait Alzheimer, il racontait n'importe quoi, c'est faux, il ne connaissait pas le théorème de Schtroumpf, qui fait qu'en fait, ce rougissement est expliqué par autre chose. » Donc cette remise en cause, elle est permanente. Mais il faut distinguer ce qui est acquis, ça y est, ça on a trouvé, etc., de ce qui est un travail spéculatif, présenté souvent de manière plus positive. C'est contre ça que j'ai voulu résister. Et quant au fait que l'écart de la gravitation puisse exister, oui, vous savez qu'en ce moment, les problèmes d'énergie noire, matière noire, qui passionnent des milliers de gens, entre parenthèses, un peu trop de gens, j'en mettrai un peu moins sur le sujet, parce que les jeunes qu'on met en thèse sur ce sujet, ça formera beaucoup de futurs chômeurs, mais ça c'est un autre sujet. Eh bien, en gros, sur ce sujet, il est des gens qui expliquent cette matière noire et énergie noire en changeant la gravitation. Traités de débiles profonds par leurs collègues, et eux-mêmes traitant leurs collègues de conservateurs indéracinables. Et donc, en gros, oui, on cherche, oui, on discute, oui, on polémique, et la pionnière a posé une question, et comme l'a dit justement Fabienne, qui sera résolue autrement. Donc, simplement, je distingue dans la science qu'il y a ce qui est acquis. Par exemple, la Lune est autour de la Terre, ça, je suis prêt à faire un pari assez fort avec vous qu'il y a bien une Lune autour de la Terre. Il y a ce qui est probable, l'expansion de l'univers, la formation du système solaire, les idées qu'on en a, et il y a ce qui est spéculatif. Et nous sommes dans ce 3e domaine. Le mot croire est un mot qui n'existe pas en science. Simplement, tout l'ensemble des observations et données que nous avons aujourd'hui peuvent être interprétées de différentes manières, et la manière la plus, comment dirais-je, séduisante, la plus correcte qui existe, c'est par cette expansion de l'univers. Ce qui ne veut pas dire qu'on a raison. Quand il y a un crime dans la rue, la police vient, prend des empreintes digitales, prend un cheveu, prend une tache sur un pantalon, et on trouve un coupable. Et de temps en temps, des coupables sont condamnés alors qu'ils sont innocents. Donc le Big Bang est peut-être un coupable, que je pense coupable pour l'instant, mais si on me dit qu'il est innocent dans 20 ans, je dis avec plaisir, très bien, ça a évolué. Revenons au sujet de la soirée, qui est le système solaire et l'exploration de ce système solaire. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être aux gens qui ne le savent peut-être pas tous, qu'il y a 2 grandes familles de planètes, quel est l'ordre de ces planètes, etc. rapidement? Il y a 4 vraies planètes. Qu'est-ce que c'est qu'une vraie planète? Il y a 4 vraies. Qu'est-ce que c'est qu'une vraie planète? Ces planètes s'appellent Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Ces 4 vraies planètes, qu'est-ce que c'est? C'est des objets qui sont composés d'hydrogène et d'hélium, comme le Soleil, et comme tout l'univers, et comme les étoiles. Pourquoi ces vrai? objets ont toutes les... Je vais dire... Non, je vais dire pourquoi, vous allez voir. Ensuite, ces 4 planètes ont toutes les 4 des anneaux. Ensuite, ces 4 planètes ont toutes les 4 des cortèges complets de satellites. Et puis, il y a 4 débris qui sont autour du Soleil, qui sont Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et nous adorons le 3e débris en partant de la gauche, qui est la Terre, puisqu'on habite dessus. Et comme je dis, plus c'est petit, plus c'est joli. Hein. Donc ce débris-là, pourquoi c'est un débris? Parce qu'il n'y a pas d'anneau, il n'y a pas de cortège satellite, il n'y a pas d'hydrogène, il n'y a pas d'hélium. Et pour une raison bien simple, c'est que près du Soleil, quand tout ça se forme, il fait chaud. Comme il fait chaud, les éléments plus légers sont partis. Il ne reste plus que des éléments plus lourds. Donc et comme l'univers est composé à 99% d'hydrogène et d'hélium, on a fait ce qu'on pouvait avec ce qui restait. Si vous rentrez ce soir chez vous, vous faites une petite soupe par exemple, vous dites on a un machin, il y avait un astrophysicien, il parlait trop vite, on n'a rien compris, je vais faire une petite soupe, ça va me détendre. Et ben vous me faites chauffer de l'eau, mettez un peu de sel et de poivre, puis le téléphone sonne. Vous allez répondre au téléphone, c'est votre meilleur copain. Et puis la conversation dure 1 heure.
Au bout d'une heure, vous revenez, toute l'eau s'est évaporée. Il reste un peu de salé de pois au fond de la casserole. Ben, c'est la terre, c'est comme ça qu'on l'a formée. C'est pour ça que ça donne du goût d'ailleurs. Hein. Et donc c'est ce qu'on a fait avec ce qui restait. Donc j'ai pas dit que c'est moins intéressant. Quand vous dites on, vous pensez à qui? À quoi? À personne. À personne. Et j'ose pas dire à moi. Et donc vous voyez qu'il y a 8 planètes, que 4 sont très différentes des 4 autres. Et que tout ce qu'on disait, moi je regarde ce qu'on m'a appris quand j'étais petit à l'école, et j'avais des enseignants extraordinaires. Et ce que j'enseigne dans l'université, ce que nous connaissons, ce bouleversement est fantastique. Et tous, je dis d'une certaine manière, tout ce qu'on a appris. Moi on m'avait dit, tu sais, les satellites sont tous comme la Lune, aussi ennuyeux que la Lune, des cratères partout, c'est ennuyeux, très bien. Et que dans la mission Cassini, le premier travail que j'avais à faire, c'était de compter les cratères sur Io, sur Europe, etc., pour avoir l'âge de la surface. J'ai pas été débordé, il y en a 0. Hein. Donc tout ce qu'on a trouvé était différent de ce qu'on imaginait. Au point même qu'on faisait des paris entre nous avant d'atteindre une planète, et chaque scientifique de l'équipe d'imagerie devait dire aux autres ce qu'on allait voir. Et l'objet du pari, c'est celui qui perdait à inviter tous les autres dans le meilleur restaurant de la ville. Ben, je peux vous dire qu'on a passé son temps au resto. Hein. Tout le monde a invité tout le monde. Autrement dit, c'est complètement différent de ce qu'on avait. Et je donne juste une nouvelle pour rebondir, peut-être susciter une autre question. Une nouvelle que moi je trouve fantastique, qu'on vient de trouver il y a quelques années, mais qui a pris cœur il y a quelques mois, et que j'ai eu le bonheur de co-signer avec mes collègues de l'équipe d'imagerie. C'est que j'ai appris mes étudiants pendant 43 ans que plus un corps est petit, plus il est inerte. La Lune, c'est petit, c'est mort. La Terre, c'est plus gros, c'est vivant. Dérive des continents, volcans, etc. Prenez un petit corps comme Encelade, autour de Saturne, c'est tout petit, 500 km. Un des satellites de Saturne. Un des satellites de Saturne. Ça doit être mort, Encelade. Vous allez sur place, qu'est-ce qu'on découvre? Des geysers. Et des geysers qui envoient du matériau à 500 km en l'air. C'est pas les petits machins de Yellowstone et d'Islande, c'est des vrais geysers, c'est du geyser. Hein, et tous actifs, etc. Et c'est sans arrêt. On a découvert ça en 2005, et puis 2006, et puis 2007, 2008, 2000. Ça continue. On a réussi à trouver une explication, il y a à peu près un peu plus d'1 an. L'explication, c'est qu'au pôle sud de d'Encelade, il y a une mer souterraine, et qui est, comment dirais-je, sous pression, qu'on a appelé l'océan Perrier, du nom de l'eau minérale du même nom, puisque ça fait boublou d'en dessous, et puis qui éjecte du matériau. Hein. Autrement dit, à cet endroit-là mort, où il y a 500 mètres de dimension, vous avez 3 choses. Vous avez de l'eau liquide, vous avez de l'énergie, et vous avez une chimie organique complexe. Or, si je vous demande, qu'est-ce qu'il faut pour faire la vie? C'est quoi la vie? Faire la vie, il faut de l'eau liquide, il faut de l'énergie et une chimie organique complexe. Autrement dit, un endroit totalement inattendu, on trouve les conditions pour la vie. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a des baleines et des dauphins dans la mer d'Encelade, hein, mais je suis en train de vous dire qu'il y a là un endroit où les conditions sont réalisées, qu'on va donc y retourner. Ce sont des projets spatiales européennes aussi, Encelade et Europe. Et ce phénomène de mer souterraine a lieu sous Europe, satellite de Jupiter, sous Callisto, satellite de Jupiter, sous Encelade, satellite de Saturne, sous Titan, satellite de Saturne, et sous Triton, satellite de Neptune. Autrement dit, aux endroits les plus inattendus, peut-être que nous avons là le maillon manquant entre la matière inanimée de la roche et la matière vivante de la biologie. Donc il faut y aller. C'est donc une priorité. Fabienne, pour revenir à vous, est-ce que toutes ces connaissances, qu'on a eues, qu'on a apprises de toutes ces missions des 50 dernières années, là, comme le dit André, est-ce que ça vous a remis à votre place, vous aussi, tout ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ce qui m'a le plus touché, c'est qu'on a cette belle théorie de formation du système solaire qui était très bien jusqu'à il y a 15 ans, 12 ans. Mais vraiment, ça marchait au quart de poil. C'était quoi cette théorie? Pourquoi il y a des débris qui sont les plus proches du Soleil et puis des belles grosses planètes géantes, des vraies après. Les vraies planètes. Voilà, on avait une belle théorie qui marchait très très bien, vraiment. Donc, au cours de la formation du système solaire, comme l'a dit André, au départ, on fait des belles planètes géantes à partir de l'hydrogène et de l'hélium, qui sont ce qu'il y a de plus fréquent dans l'univers. Et puis après, les débris servent à faire les planètes rocheuses. Et quand on a commencé à détecter, trouver des planètes autour d'autres étoiles, ce qui d'ailleurs n'était pas du tout prévu, enfin, c'est des choses que
certaines équipes de chercheurs se sont obstinées à chercher, alors que tout le monde leur disait qu'ils étaient fous. On a trouvé des choses qui ne ressemblaient absolument pas à ça. Les vraies planètes, les géantes, elles étaient juste à côté de leur étoile. Et les rocheuses, de toute façon, n'étaient pas capables de les voir. Et plus on a cherché, plus on en a trouvé qui étaient effectivement absolument incompréhensibles d'après notre théorie de formation du système solaire. Donc on l'a mise complètement à bas. Et ça, c'est une révolution qui continue. Et je trouve ça absolument extraordinaire. Et maintenant, on a des théories de formation du système solaire qui viennent pas uniquement de ce qu'on a observé dans notre système solaire avec les sondes, mais qui collent très bien avec ce qu'on a observé, mais qui viennent de ce qu'on a observé autour d'autres étoiles, et qui nous disent que les planètes géantes se sont formées probablement plus près du Soleil, dans les tout premiers temps, très vite, et puis elles se sont déplacées vers l'extérieur du système solaire, et puis évidemment en bouleversant tout sur leur passage, elles sont revenues, elles sont reparties pour retourner à leur place. Moi, je trouve que ces histoires de planètes géantes, de Jupiter et de Saturne, qui se promènent dans le système solaire et qui, au passage, éjectent plein d'astéroïdes, les envoient sur ce qui commençait à être des planètes rocheuses, éjectent les planètes rocheuses, les font s'entrechoquer. Moi, je trouve ça incroyable. Et pourtant, ça a l'air d'être vrai. Ça a l'air. J'ai envie de rebondir, ça dit Fabienne, qui est complètement juste. Pendant 20 ans, j'ai travaillé sur la formation du système solaire. Et avec tous mes collègues, je pensais qu'on formait d'abord les petits et puis les gros après. Pareil, c'est naturel. Et grâce à ce que vient de dire Fabienne, en voyant d'autres systèmes où il y a des gros Jupiter près de l'étoile, ce qui était tout à fait inattendu, nous avons compris qu'en fait, on forme les gros d'abord. Pour une raison très simple. Vous formez un germe, là où il n'y a pas beaucoup de matériaux. Bon, bah ça reste un germe. Formez un germe là où il fait plus froid, où il y a plein d'hydrogène, vous attrapez tout ça. Et la conséquence est fantastique. Ça veut dire que Jupiter s'est formé avant la Terre, mais surtout que si nous sommes là ce soir, si moi j'ai le plaisir de rencontrer ce soir et vous la douleur de m'entendre parler trop vite, eh bien c'est parce que Jupiter était là. En d'autres termes, pour former les planètes, nous n'y arrivions pas il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'en gros, on formait plein d'objets qui faisaient 1000 km, on formait 40 lunes autour du Soleil, on ne formait pas 8 planètes. Parce que si vous balayez une zone importante, vous allez ramasser du matériau, vous allez cogner durement, et en cognant durement, vous cassez. C'est un divorce. Si vous avez une vitesse relative faible, vous rencontrez les corps à petite vitesse, vous vous agglomérez, c'est un mariage. Mais du coup, pour se marier, il fallait balayer une petite zone. Et on n'avait pas assez de matériaux. Et on a compris que Jupiter étant placé à un moment donné, s'est formé avant. Si vous êtes près de Jupiter, vous empêchez les corps de se former. Résultat, près de Jupiter, la ceinture des astéroïdes, vous avez tout le matériau nécessaire pour former une planète qui n'a jamais pu se former. Plus vous avez Mars. Alors là, je vais titiller un peu mes camarades sur Mars. J'adore la planète Mars. Mais regardez, Mars, ça fait partie de ceux qui étaient un peu loupés à la naissance, mais qu'on aime bien quand même. Hein. C'est-à-dire c'est tout petit, Mars, c'est tout petit. Parce que Jupiter a perturbé ça et empêché Mars de se développer comme la Terre ou Vénus. Maintenant, au niveau de la Terre, eh bien, Jupiter a un peu aidé le matériau à se rassembler. Pas trop, sinon la Terre était détruite, mais suffisamment pour qu'elle se forme. Autrement dit, Jupiter était là au bon moment, au bon endroit, avec la bonne masse, pour que la Terre et Vénus puissent se former. Donc sans Jupiter au moment... Et si Jupiter avait été plus près, plus loin, différent, notre histoire eût été différente. Et c'est ce que nous voyons dans d'autres systèmes solaires, où ces planètes géantes qui bougent, qui migrent, cette migration qu'on étudie, eh bien, beaucoup d'endroits où on trouve des planètes extrasolaires sont des endroits où il ne faut pas chercher pour trouver une autre Terre, parce qu'elle n'a pas pu se former dans ces conditions. Autrement dit, comme l'a dit justement Fabienne ici, notre vision locale, le nez sur le système solaire de la formation, était une vision. Je voudrais dire au passage que pendant 400 ans, moi à l'époque j'avais écrit un bouquin sur la formation du système. Pendant 400 ans, j'ai trouvé 530 théories de la formation du système solaire, toutes fausses. Et c'est pas une critique de ma part, c'est comme ça qu'on avance. C'est grâce à l'erreur qu'on avance. L'exploration du système solaire nous a donné un schéma bien meilleur. La découverte des planètes extrasolaires nous a permis d'aller plus loin. À nouveau, il ne faut pas rester le nez au ras des pâquerettes en quelque sorte, et c'est une modification complète. C'est pas forcément là où on attend les choses, et c'est ça qui est fantastique dans la recherche, c'est que vous passez 5 ou 10 ans à trouver quelque chose, vous êtes content, vous le trouvez, alors on vous donne de l'argent, on vous donne professeur, mais dans une équipe vous êtes content, vous allez sur place, vous trouvez autre chose. Ce jour-là, votre nombril devient beaucoup plus petit, hein, mais vous avez appris des choses dans la vie. Donc c'est pour ça que les premières qualités d'un scientifique, c'est l'humilité et le doute. Et c'est pour ça aussi qu'aux élections présidentielles, j'ai une proposition à faire, c'est qu'on enlève les 500 signatures de maire que je trouve inutiles, mais que pour être candidat à la présidence de la République, je demanderais au moins une condition nécessaire, mais très loin d'être suffisante, ça serait au moins d'avoir une thèse, ce qui eût éliminé les 12 candidats précédents. Hein, parce que ça apprend l'humilité et le doute, qui n'est pas la première qualité qu'on voit chez les hommes politiques. Hein. Le message est entendu. Alors, vous voyez, Fabienne, comment il vous caresse dans le sens du poil. Il vous a parlé de mission vers Titan, c'est en privé, le poil etc., ou pas. etc.
Vous avez entendu. La vraie mission, c'est Neptune. C'est Neptune, alors. Si vous me donnez 7 milliards d'euros tout de suite, on construit la sonde maintenant, on lance en 2032, on arrive en 2057, en 2058, je viens ici dans ma chaise roulante vous montrer les photos. On avait dit une question, je vais essayer d'en poser deux pour respecter la parité. Vous aviez parlé tout à l'heure de l'échec de la mission vers Mars ces jours-ci. Est-ce que, à défaut de savoir précisément ce qui s'est passé, est-ce qu'on peut accuser soit le lanceur, soit la sonde elle-même, puisque on pourrait penser que puisque c'est au moment de la mise en orbite, ça serait plutôt le lanceur et que ça ne serait pas un défaut de conception, mais un accident comme il peut en arriver à chaque lancement. Pour autant que je sache, le lanceur a parfaitement fonctionné, c'est-à-dire que, comme le font toujours les Russes, la mise en orbite autour de la Terre, puisque c'est une étape pour eux obliger avant de partir vers Mars, c'est bien passé. Parking. Oui, il y a une orbite parking, donc ils ne partent pas directement, hein, contrairement à ce qu'ont fait les Américains pour Mars. On est obligé de le mettre en orbite pour... C'est leur stratégie à eux. Les Américains sont partis directement vers Mars. Hein. À noter qu'Apollo partait comme ça, d'ailleurs, avec une orbite parking pendant 2 tours environ. Oui, c'est des stratégies possibles. Donc l'idée, c'était une orbite parking avec à peu près 400 km d'altitude, et après, on allume un moteur et on part vers Mars. Et c'est ce moteur-là qui ne s'est jamais allumé. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé. J'ai entendu beaucoup d'hypothèses. Une dit que l'ordre d'allumer le moteur n'a jamais été envoyé par la sonde. C'est un ordinateur qui était dans la sonde elle-même, hein, qui pilotait, qui devait envoyer cet ordre-là. Alors pourquoi? Ça peut être n'importe quoi, un problème électrique, un problème électronique. On a accusé les petites caméras qui servent à connaître à la sonde, à connaître son orientation. C'est des senseurs stellaires qui regardent en fait le ciel, qui essaient de trouver des étoiles connues, et pour que la sonde sache à peu près dans quelle direction elle est orientée, pour partir à peu près comme il faut. On a accusé les senseurs stellaires, on a accusé les panneaux solaires, mais finalement les images qu'on a eues ont montré qu'ils étaient déployés. Je ne suis pas sûre qu'on saura quoi que ce soit. On n'a jamais reçu d'informations directes de la sonde. L'Agence spatiale européenne, l'ESA, a réussi à contacter la sonde une fois. Ils ont reçu de l'information en retour, de l'information qui est complètement incompréhensible. Donc dans ces cas-là, normalement, on ne fait pas ça, c'est-à-dire qu'on se débrouille pour avoir de l'information en permanence, justement pour comprendre ce qui se passe en cas d'échec. Mais il y a toujours des moments où on n'a pas le contact. Donc on ne saura pas, et ce qui est quand même extrêmement ennuyeux. Les Russes ont eu beaucoup d'échecs de lancement cette année, mais là, le lanceur lui-même a vraiment fonctionné. Donc, on ne sait pas. Alors la deuxième question, c'était pour André Braic. Ça suit un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure sur les mers souterraines trouvées à des endroits tout à fait inattendus. Et je repense à un bar des sciences qu'on a eu il y a très peu de temps, où on parlait des abysses et de la vie au fond de la mer à des profondeurs de 3000 mètres, notamment à proximité de ce qu'on appelle les fumeurs, ces espèces de sources avec une sorte de boue... une sorte de volcan sous-marin noir. Et donc on est à plusieurs centaines d'atmosphères, on est à des températures de 300-400 degrés, on a de l'acide sulfurique, des choses comme ça. Et je me suis dit, tiens, ça me rappelle quelque chose. Il y a un endroit où on ne s'attend pas vraiment à trouver de la vie, mais où, après tout, est-ce que par hasard, on ne pourrait pas imaginer... Alors je parle évidemment de la planète Vénus. Sur Vénus, il y fait chaud. Oui, mais ça ressemble un petit peu aux conditions qu'on a trouvées là. Alors, je sais, c'est encore pire sur Vénus. Sur Vénus, mais je pose quand même la question. Cette planète qui a reçu le nom de la déesse de l'amour, donc le paradis. En fait, il y règne au sol une température de 400 degrés Celsius. Pour moi, c'est un peu chaud, même avec un maillot de bain. Une pression de 100 atmosphères. Donc les crêpes sont vraiment, c'est des crêpes pas comme on fait à Montparnasse, mais comme on fait à Brest, des vraies crêpes. On y respire du dioxyde de carbone, et pour donner un peu de goût à tout ça, il y a un peu d'acide sulfurique et chlorhydrique en suspension. Donc la vie sur Vénus, sympa. Donc la vie sur Vénus, personnellement, j'y croirais pas trop. On ne sait jamais. Simplement, ce qui est extraordinaire, c'est que la vie telle que nous la concevions jusqu'à une époque récente, c'était en gros nous, ce qu'il y a sur Terre. Entre parenthèses, on est totalement. Si je vous demande de définir ce qu'est la vie, moi, j'en suis pas capable. Est-ce que la vie, c'est le fait de se reproduire? Des cristaux de glace, le froid, ça se reproduit. C'est pas la vie. Est-ce que c'est le fait de respirer, de manger, d'avoir des déchets, etc. C'est probablement un peu tout ça. Mais surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que sur la Terre elle-même, aux endroits qu'on imaginait totalement stériles quant à la vie, on trouve ce qu'on appelle les extrémophiles, c'est-à-dire des endroits extrêmement froids ou extrêmement chauds, où il y a pas de ou des endroits sans lumière, ou des endroits où il y a de l'acide. Ce qu'on imaginait il y a encore 20 ans comme totalement impropre à la vie, il y a de la vie.
Ce qui veut dire que dans l'univers en général, probablement qu'il y aura des formes de vie existantes à des endroits inattendus. Près des fumeurs noirs, on a des pH de 2-3, la température 400 degrés, des pressions énormes. C'est pour ça que je pose la question, parce que sur Mars, on s'attendait éventuellement à trouver, peut-être pas des martiens verts et des machins comme ça, mais des petites bestioles minuscules. Encore que vous savez qu'en 1970 et quelques, quand le Congrès américain a voté les crédits de la mission Viking, $1 milliard, hein. Bon, c'était relativement modeste, mais $1 milliard tout de même, ils ont montré une photographie de Mars fait par un artiste peintre. Et l'artiste peintre, pour faire joli, a représenté un ciel bleu, ce qui est ridicule. Le ciel de Mars est un peu rosé. Aucun sénateur n'a fait de la physique, donc ils ont tous voté les crédits avec enthousiasme. Et on a fait une enquête après. Presque la majorité d'entre eux pensaient qu'on allait voir les Martiens. On n'a pas démenti, hein, parce qu'on a eu les crédits, on était contents. Hein, donc c'est vous dire que le Congrès qui a voté ça l'a fait en connaissance de cause. Et donc la seule mission extraterrestre, c'est-à-dire on a essayé de trouver la vie ailleurs sur Terre, c'est la fameuse mission Viking. Et c'est la seule expérience qui a échoué. On sait maintenant que ce qu'on a eu comme signal est un signal chimique et non pas un signal biologique. Autrement dit, la difficulté de la définition nous pose problème. Et au moment précis, comme l'a dit Fabienne, où on va trouver probablement des endroits où les conditions de température, pression sont favorables. Et j'ai envie de dire quelque chose qui n'est pas scientifique du tout, mais qui est simplement un sentiment. Pour avoir vécu cette exploration du système solaire, où moi, jeune étudiant, ayant appris à l'école ce que c'était la Terre et la Lune et autres, je m'attendais plus ou moins à trouver des satellites comme la Lune, des objets se ressemblant à la Terre, et les satellites de Jupiter et Saturne se ressemblant, les quatre planètes géantes se ressemblant. Or, on a trouvé une diversité, une richesse et un nombre de choses incroyables personne d'entre nous ne l'avait soupçonné. Autrement dit, ce qu'est le système Terre-Lune n'est qu'un petit sous-ensemble d'un ensemble beaucoup plus vaste, varié, etc. Et alors là, ce que je veux dire n'est pas scientifique. Mon sentiment, c'est que si nous nous promenons dans la galaxie, si on va visiter d'autres endroits, si on rapporte des photos, ça pour les 2-3 000 ans qui viennent, et qu'on trouve d'autres formes de vie, notre vie sur Terre paraîtra comme un cas particulier d'un phénomène d'une ampleur beaucoup plus grande que nous n'imaginons même pas, nous ne soupçonnons pas. Ce qui, bien entendu, va changer notre futur. En bien ou en mal, c'est autre chose. Autrement dit, oui, les conditions extrêmes existent. Oui, c'est l'endroit tout à fait inattendu quand on va trouver quelque chose. Vénus, je proposerais, si on doit financer une mission, si on finit sur Vénus, c'est pas pour trouver la vie, c'est pour trouver Parlons justement de la mission Vénus Express qui est censée aller observer Vénus. Enfin, expliquez-nous un petit peu en quoi consiste cette mission. Observe la planète Vénus, mais son atmosphère est depuis l'orbite. Alors elle est déjà autour de Vénus là. Oui. Non, mais Vénus est une planète intéressante, mais pas forcément pour la recherche de la vie, c'est pour la compréhension globale du système solaire. Et on reste sagement en orbite. Ceci dit, on a travaillé assez sérieusement sur une proposition de mission qui était une mission à la NASA, à l'Agence spatiale américaine. Donc c'était à nouveau une mission en compétition et il y avait 3 propositions pour une seule place et une de ces 3 propositions c'était une mission qui consistait à se poser sur le sol de Vénus. C'est pas très facile de travailler sur le sol de Vénus, c'est peut-être aussi pour ça qu'on va pas trop chercher la vie là-bas. C'est un peu l'histoire du type qui cherche ses clés sous le lampadaire allumé et il sait bien qu'il les a pas perdues là, mais c'est le seul endroit où il y a de la lumière. Nous, on va chercher des endroits qui sont accessibles. L'objectif, la contrainte qu'on nous avait donnée, c'est qu'il fallait que la sonde, une fois posée, elle survive, les instruments survivent 3 heures. C'était pas facile. C'est pas facile, oui. Je peux vous dire, c'était pas facile. Et on a travaillé très sérieusement là-dessus parce que je pense qu'on aurait appris pas mal de choses. Puis en plus, ça aurait été vraiment une première. Et puis bon, on n'a pas été choisi. C'était peut-être à cause des 3 heures d'observation. La NASA a jugé que ça valait pas c'était une mission à $1 milliard quand même, de dollars quand même. Donc ils ont peut-être jugé que 3 heures d'observation, $1 milliard. Bon, peut-être. Ils nous ont dit que c'était pour des raisons techniques, qu'ils n'étaient pas très sûrs que l'instrument allait fonctionner. Bon, donc on n'exclut pas l'observation de la planète Vénus. Je suis un peu comme André, j'y crois pas trop, parce qu'il y a des limites. Est-ce que les systèmes, en tout cas biologiques, organiques, peuvent subir. Mais cette sonde-là, donc Vénus Express, elle est en orbite autour de Vénus depuis quand ? Je crois que c'est 2005. 2005. Et oui. Qu'est-ce qu'on a appris ? Quel instrument elle a à bord et qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette sonde ? Alors, pour autant que je sache, elle a des instruments essentiellement d'étude de l'atmosphère, de la vitesse des vents, de la nature de l'atmosphère, de la composition. Elle a étudié beaucoup le système, disons, de cyclones et d'anticyclones dans l'atmosphère de Vénus. En fait, c'est de la climatologie. Météo, voilà. Mais on ne voit pas le sol avec Vénus Express. L'atmosphère est beaucoup trop épaisse. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a une sonde avec pratiquement les mêmes instruments qu'observe Mars. Donc, quand on essaie de comparer les évolutions des planètes, des petits débris, des planètes de type terrestre, c'est intéressant de les étudier un peu de la même manière.
Donc on apprend pas mal sur l'évolution de la Terre, de Mars, en observant aussi On Vénus. extrapole justement au climat terrestre, aux connaissances qu'on a du climat. Juste une illustration. Imaginons qu'aujourd'hui sur Vénus, par la pensée, on y met des êtres vivants. Des hommes, des animaux, des animaux. arbres, la vie. À ce moment-là, l'atmosphère de Vénus changerait de composition et il y aurait sur une atmosphère d'azote. Imaginons que demain, on éradique la vie sur Terre. On supprime les animaux, les hommes, les arbres et tout cela. L'atmosphère de la Terre va changer pour avoir une composition semblable à celle de Vénus et de Mars. En d'autres termes, l'atmosphère terrestre, sa composition, est un résultat de l'apparition de la vie sur la Terre. La vie primitive avait une atmosphère fort différente de ce qu'elle est aujourd'hui, donc a dû s'en accommoder. Et c'est pour moi une illustration que de la photosynthèse en fait. En particulier. Mais c'est une illustration que je donne aux étudiants. Contrairement à ce qu'on imagine, l'atmosphère n'est pas un milieu gratuit où on peut respirer sans problème, gâcher, etc. C'est une partie de nous-mêmes que nous partageons avec les autres. C'est-à-dire que si la vie disparaît, l'atmosphère telle qu'elle est sur Terre disparaît, change de composition, et si l'atmosphère disparaît, nous disparaissons aussi. Autrement dit, Vénus a à peu près la taille de la Terre, la masse de la Terre, la densité de la Terre, c'est assez semblable. S'il y avait la même atmosphère, eh bien aujourd'hui à Paris, je sais quoi, il fait 2-3 degrés à l'extérieur, eh bien à latitude de 45 degrés hémisphère nord, il ferait sur Vénus peut-être 10 degrés, un peu plus. Vénus est un peu plus près du Soleil, mais pas tellement plus près. Oui, c'est vrai, on est plus près. Un peu plus près, mais l'albédo n'est pas le même, etc. Mais la grande leçon, c'est que sur Terre, nous sommes inquiets du futur de la Terre. Est-ce que le réchauffement est dangereux, pas dangereux? Il y a beaucoup de discussions à ce propos. Eh bien, nous avons deux exemples. Dans le cas de Vénus, l'effet de serre s'est emballé. Ça donne un endroit, un enfer invivable. Dans le cas de Mars, l'effet de serre a avorté. Et nous pensons que dans le passé, Mars avait un climat doux et humide, que la vie probablement est apparue sur Mars dans le passé, mais n'a pas pu subsister compte tenu des conditions. Nous, sur Terre, on est au milieu. C'est donc pas idiot d'étudier l'histoire thermique de Vénus et l'histoire thermique de Mars pour voir un peu ce qui se passe aux deux extrémités. Comme l'a dit justement Fabienne, c'est en ayant les mêmes approches d'études de ces deux planètes, on peut apprendre beaucoup sur elles, mais sur la Terre elle aussi. Est-ce qu'on sait maintenant qu'est-ce qui s'est passé précisément, avec la précision qu'on peut avoir, sur Vénus, justement, le fait que vous dites qu'elle a la même densité, elle a la même taille à peu près, etc. Bon, elle est plus près du Soleil. Il y a plusieurs scénarios qui existent. Est-ce qu'on sait à peu près qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'effet de serre s'est emballé comme ça? En gros, c'est pas parce que les écolos ont perdu les élections, c'est pas une autre raison. En gros, il y a plusieurs scénarios qui sont développés. La manière dont le carbone est relâché dans l'atmosphère, au contraire, est piégé dans les calcaires, est une approche possible. Il y en a deux ou trois, et j'ai pas envie d'en citer une parce que je vais me faire engueuler par les collègues de l'autre. Sur Mars, il se passe la chose suivante, que Mars étant petit, la gravité est moindre, l'évaporation de l'atmosphère est plus facile, Mars est un peu plus loin, tout cela combiné fait que, il a subi les leçons qu'il a subies. Et à nouveau, Jupiter, qui était au bon moment, a fait que la Terre est comme elle est. Absolument. Autrement dit, pour l'instant, on a des théories expliquant tout cela, avec différentes discussions. Simplement, l'eau sur Vénus, certains pensent que de l'eau existait dans le passé sur Vénus, d'autres pensent que pas du tout. Enfin bon, il y a une grande discussion à ce propos. Et là aussi, il faut y retourner avec les observations. Atmosphère, atmosphère, dis-moi, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Eh bien oui, Arletty, l'atmosphère est une partie de toi-même que tu partages avec moi. Est-ce qu'on a des questions dans le public? Oui, monsieur. Fabienne, oui, allez-y. Un complément, justement, cette très bonne introduction, cette petite scénette sur l'atmosphère. Dans le destin différent des planètes Mars, Terre et Vénus, il n'y a pas que l'atmosphère qui joue. Il y a très probablement le rôle, disons, de la partie rocheuse de la planète et de la croûte avec les continents, et du fait que sur la Terre, ces continents bougent, sont recyclés, que les sédiments qui contiennent du carbone vont passer sous les plaques, vont ressortir sous forme de CO2, de gaz carbonique dans les volcans. Toute cette machine vivante de la partie solide de la Terre, probablement n'a pas fonctionné pareil, ni sur Mars, ni sur Vénus. Sur Vénus, ce que je comprends, c'est que la croûte continentale de Vénus a perdu son eau. Et du coup, le système de dérive des continents n'a pas fonctionné. Et sur Mars, la planète est trop petite pour que ce système se mette en route et continue pendant plusieurs milliards d'années. Donc l'atmosphère, c'est une chose, mais en fait, la planète est vraiment vivante dans son entier, depuis le cœur, le centre de la planète,
les croûtes, les continents pour nous, hein, la croûte solide, l'atmosphère, et puis évidemment le rôle du Soleil par l'extérieur. Donc tout ça joue ensemble. Et l'idée que ça soit des mouvements du matériau à l'intérieur de la planète qui fait qu'à la fin elle va rester vivable ou que l'effet de serre s'emballe, moi je trouve ça aussi assez fascinant. Et c'est quelque chose qu'on a appris en comparant ces 3 planètes. Je ne dirais pas qu'on en a pris autant de Mercure, mais bon, c'est pas mon favori, Mercure. Oui, bonsoir. Alors, moi, la question, en fait, c'était par rapport à l'espèce de similarité que j'ai l'impression qu'il y a entre, par exemple, quand on parle les meilleurs endroits dans le système solaire, ça a l'air d'être la Terre, Europe, Titan ou Encelade, finalement, pour avoir de l'eau, de l'énergie, pour les ingrédients essentiels pour la vie. Du coup, je me dis, il y a une espèce de similarité, c'est le fait que la Terre est un satellite, ou alors que ces objets, les autres, soient des satellites d'une grosse planète. Est-ce qu'on peut dire, du coup, que l'effet de marée a une grande importance pour l'apparition de la vie, ce qui n'est pas le cas pour Mars et Vénus, il n'y a pas d'effet de marée puisqu'il n'y a pas de satellite. Oui, alors, de toute manière, je reconnais quelqu'un qui est à une très bonne université, qui est Paris Diderot, donc qui pose de bonnes questions. Parce qu'il a de bons enseignants. Bon, oui, alors vous connaissez l'histoire, c'est qu'en gros, l'axe de rotation de la Terre, il est ce qu'il est. C'est un coup monté, hein, là. Vous nous avez fait. On s'est pas eu depuis un an. Donc l'axe de rotation de la Terre, il pointe dans une certaine direction. Or la Terre, comme toutes les planètes, est perturbée gravitationnellement par Jupiter, Saturne, etc. Donc si la Terre était toute seule, l'axe de rotation de la Terre basculerait. Et de temps en temps, il serait de 90 degrés, ou à 0 degrés, ou à 10 degrés, ou à 30 degrés, 40 degrés. Or, il y a la Lune qui est autour, et la Lune joue le rôle du balancier pour un funambule. Quand un funambule traverse sur un fil entre 2 immeubles, on dit comment il fait. Il a une espèce de grand balancier, et puis il avance, on dit que c'est impressionnant, mais retirer le balancier du funambule, il tombe immédiatement. Eh bien, cette Lune stabiliserait la position de l'axe de rotation de la Terre, qui fait si l'axe de rotation de la Terre était très incliné, les saisons seraient extrêmes, et ça serait extrêmement dangereux, même pour l'apparition de la vie, même pour que la vie subsiste. Donc certains ont été même jusqu'à dire que si la vie existe sur Terre, c'est parce qu'il y a la Lune. Merci la Lune. On forme un vieux couple, Terre-Lune, s'éloignant lentement comme tous les vieux couples, mais restant fidèles l'un à l'autre. Et donc en gros, ça existe. Alors cela dit, dans le cas de Vénus, il se passe le phénomène suivant, comme l'a dit Fabienne, le fait que le gaz carbonique ne soit pas piégé dans les roches, une atmosphère épaisse, a joué une interaction entre l'atmosphère et la planète qui a donné un freinage, et ce freinage a conclu un basculement de l'axe de rotation. Alors là, je ne vais pas rentrer, pour un mot savant, mais ceux de Paris 7 vont connaître, il y a ce que ça s'appelle les états de Cassini, c'est-à-dire il y a des états de stabilité de l'axe de rotation, et Vénus incline carrément de 180 degrés. Et il y a un effet de marée appelé effet de marée thermique qui a fait balancer tout cela, ce qui fait que Vénus la planète tourne extrêmement lentement sur elle-même, même si la haute atmosphère. Alors, au lieu de tourner comme ça, elle tourne comme ça. Dans l'autre sens. Hein. Et très lentement, et en ayant basculé. Et donc tout ça fait que la vie dans ces conditions, effectivement, eût été extrêmement difficile. Et dans le cas de Mars, Phobos et Deimos sont des petits corps avec une polémique épouvantable entre différents collègues, entre ceux qui prétendent qu'ils sont là depuis le début et ceux qui prétendent qu'ils ont été capturés par la suite. Et polémique, je dis épouvantable, parce qu'il y a des patrons de thèse qui s'étaient engueulés avec les étudiants de thèse. Les étudiants se sont vengés 20 ans plus tard en montrant que dans l'équation 342, ils avaient oublié un coefficient. Et donc, comme tous ces gens sont à l'Académie des sciences, vous imaginez que chacun se sent vexé dans les erreurs qu'ils ont commises quand ils étaient jeunes. Et donc, en gros, ma réponse, c'est non, la vie peut exister sans la Lune, bien entendu. La Lune a favorisé les choses. Et je pense que l'histoire de Vénus et de Mars s'explique beaucoup plus par l'atmosphère et l'intérieur et la croûte, comme l'a dit Fabienne, que par la présence ou non d'un satellite. Et quant aux satellites de Jupiter, de Saturne et autres, là c'est à l'inverse que marchent les effets de marée. C'est-à-dire ça a beaucoup ralenti la rotation. Vous savez que la période de révolution est égale à la période, de rotation. Ça c'est une constante. Et vous savez bien que par effet de marée, tous les matins vous vous levez plus tard. Vous savez bien que la rotation de la Terre est ralentie. Et donc, si vous voulez savoir combien vous gagnez, je peux vous le dire, vous gagnez 0,0002 secondes par siècle. On dit, oh, c'est pas beaucoup, mais c'est pas beaucoup peut-être, mais ça veut dire qu'il y a 200 millions d'années, il y avait moins de jours chaque année, et dans 200 millions d'années, il y en a beaucoup plus. Et nous tendons vers une situation où la période de rotation de la Terre sera dans le futur égale à la période de révolution de la Lune autour de la Terre, et la période de rotation de la Lune sur elle-même. Et le jour futur sur Terre sera égal à 5 ans de nos jours actuels. Donc quand vous vous lèverez le matin, la journée sera longue, quand vous coucherez le soir, la nuit sera bonne, et où on mettra les 35 heures, je ne sais pas encore. C'est mal barré. Je suis le voisin de votre étudiant. Je ne suis pas à Paris 7. On ne fait pas un couple, d'ailleurs, nous non plus.
plus sérieusement, on a longtemps pensé que par rapport à tout ce qu'on connaît comme corps existant dans notre système solaire, vraisemblablement, ça pouvait être quelque chose de référence qu'on aurait retrouvé ailleurs. Est-ce que maintenant, avec les nouvelles découvertes qu'on fait petit à petit, est-ce qu'on peut penser à d'autres corps véritablement totalement différents et véritablement autrement singuliers que les planètes que l'on connaît dans notre système solaire? Est-ce que vous voulez dire qu'il y aurait d'autres planètes totalement différentes? Oui, c'est ça. Oui, bien entendu. Ma réponse est oui. Mais est-ce qu'on en a déjà un peu une idée, une préséance? Ma réponse est non. D'accord, c'est clair. Donc, c'est clair, merci. Je dirais en gros, en 2 mots, nous attendons à l'inattendu, et dans ce cas-là, on n'est jamais déçu. Fabienne est dubitative. Oui, bon, on connaît dans le système solaire, il y a les planètes rocheuses, les planètes géantes gazeuses et des géantes plus de, je dirais, de glace. On spécule, on pense peut-être avoir trouvé des planètes de type océan, où en fait... ce serait planètes liquides? Oui, des noyaux rocheux recouverts d'un océan extrêmement épais. Alors, c'est encore des choses qui sont débattues, hein, parce que les planètes extrasolaires qu'on connaît, souvent on connaît leurs rayons ou on connaît leur masse. C'est à peu près tout ce qu'on sait. Hein. Et avec ça, c'est difficile de se dire si c'est rocheux, si c'est gazeux, si c'est liquide. Et quand on a à la fois le rayon et la masse, ce qui commence à être de plus en plus le cas, on peut donner la densité. Et là, on peut regarder si c'est plutôt du caillou, si c'est plutôt du gaz ou si c'est plutôt du liquide. Maintenant, ça peut être un mélange de tout ça et avoir une épaisse enveloppe gazeuse. Mais c'est possible qu'il y ait des types de planètes qui soient assez différents de ce qu'on trouve dans le système solaire. Et là, à nouveau, c'est ça qui est intéressant. Hein, Non, juste un mot dire. Oui, ma réponse, oui, on s'attend à l'inattendu. Oui, à plein de choses. Je la maintiens. Mais dans certaines limites. Je me rappelle un article qui avait été écrit par Noé Weisskopf. Nous sommes là en 1967 ou 8 ou quelque chose comme ça, qu'il avait intitulé Des atomes, des étoiles et des hommes. Et dans cet article, il expliquait la chose suivante, le fait qu'il existe dans l'univers des lois de physique signifie que tous les objets de l'univers, j'appelle l'objet une étoile, un homme, un atome, un animal, un arbre, une planète, que sais-je, eh bien, ont tout de même des conditions de vie dans certaines limites. C'est-à-dire qu'on ne trouvera pas des étoiles toutes petites ou des étoiles beaucoup trop grosses. Par exemple, pour être une étoile, c'est-à-dire pour allumer des réactions thermonucléaires au centre, on peut être 10 fois moins massif que le Soleil, mais pas 1000 fois moins. Et si on est 1000 fois plus massif que le Soleil, on est instable. Donc il y a un domaine d'existence des étoiles, comme il y a un domaine d'existence des planètes, comme il y a un domaine d'existence des hommes. Votre voisin à droite, il connaît bien l'exercice que je donne à pratiquement tous les étudiants, dans lequel je leur demande de me calculer la hauteur d'une montagne sur une planète et la hauteur des êtres vivants maximum. Et nous trouvons qu'un être vivant sur une planète ne peut pas avoir plus de 50 mètres, pour des raisons très simples. C'est la conséquence immédiate des lois de physique. Donc on peut rencontrer des êtres vivants... Pourquoi? Alors, je vais commencer par les montagnes. Parce que ma question aux étudiants, c'est pourquoi les êtres vivants sont plus petits que les montagnes. Alors une montagne... Question, oui. La montagne, c'est la même chose. Imaginez un sol. Imaginez une montagne qui soit un cylindre. Si mon cylindre était trop massif, était trop haut, était trop gros, ça s'enfoncerait. Et donc je dis, calculez-moi la hauteur maximum pour que ça ne s'enfonce pas. Alors, une manière de faire ça, c'est de dire, si je m'enfonce, je fais fondre ce qui est à la base. Et donc faire fondre ce qui est à la base, c'est casser les liaisons entre les molécules. Et dans ce cas-là, je m'enfoncerai. Et on fait le calcul, on trouve qu'une montagne va avoir plus de 30 km de hauteur. Et nous savons que la plus grande montagne du système solaire, c'est le mont Olympe, sur Mars, et que la plus haute montagne sur Terre, c'est le Mont Blanc. Je dis bien, sur Terre, c'est le Mont Blanc. Sur Terre, c'est le Mont Blanc. Et le Mont Blanc en hawaïen se dit Mauna Kea, qui veut dire Mont Blanc. Alors en fait, vous pouvez me reprendre, parce que le Mauna Loa, qui est juste à côté à 200 mètres de plus, mais je ne sais pas ce que veut dire Loa en hawaïen. Donc je dis Kea. Hein. Donc en gros, c'est 8 km sous l'océan, et 4 minutes, c'est 12 km. Donc c'est moins de 30. Alors ça m'a valu d'ailleurs une bataille assez forte. Un de nos collègues, vous connaissez peut-être, qui est enseignant à Paris 7, et qui a été ministre pendant quelques temps, qui s'appelle Claude Allègre. Et qui m'a dit... c'est bizarre parce qu'on en revient toujours à parler Claude Allègre à chaque soirée. C'est un bon collègue. Et donc en gros il m'a dit les montagnes ne fondent pas. Mais j'ai dit oui mon coco, les montagnes elles fondent pas, on est bien d'accord. Mais si ça fondait, ça serait le maximum. Et donc on a eu quelques échanges avec un public de 400... C'est une réunion du CNES, mais t'étais pas né à l'époque, où il y avait 400 personnes autour de là qui rigolaient beaucoup de cette petite querelle qu'on avait. Et j'ai dit Allègre, on va faire ça comment? On fait ça au judo, au fleuret moucheté, etc. Et donc finalement, bon, il y en a... ça c'est une autre histoire, je raconterai après. Donc les montagnes, j'ai dit 2 km. Bon, alors ensuite, les êtres vivants, la différence... 30 km. Donc j'ai dit 30, oui. 30. Merci d'être là. 2 km, c'est les immeubles.
peut pas faire un truc de 2 km. Les êtres vivants, j'appelle être vivant quelqu'un qui peut se déplacer. Donc je ne tiens pas compte des baleines qui flottent dans l'eau, des serpents qui n'ont pas de pattes, et puis des arbres, c'est encore un peu différent. Mais un être vivant, en gros, je le représente par un gros cube qui est le corps, et une grosse patte qui est la patte. Hein. Et donc le maximum, en gros, un être vivant, quand la patte devient égale à la taille du cube, eh ben, il tient, puis c'est pas possible d'aller au-delà. C'est pour ça, d'ailleurs, entre parenthèses, que les éléphants ont des grosses pattes et les araignées des petites pattes. Et les films de science-fiction qui font grossir des araignées qui attaquent une ville, c'est idiot, parce qu'une araignée qui grossirait de manière hypothétique s'effondrerait sous son propre poids. Hein. Donc, et tout simplement, un être vivant, en gros, comme il peut se déplacer, sa faiblesse, c'est les articulations. En d'autres termes, vous pouvez prendre quelqu'un dans vos bras, vous ne pouvez pas en prendre 2, non pas pour des raisons morales, mais pour des raisons physiques. Hein. Même si dans les cirques, c'est plus compliqué. Autrement dit, vous calculez, vous en prenez un dans votre poids, puis au-delà, ça cède. Et vous trouvez la taille maximum 50 mètres. Et le plus gros animal qu'on ait jamais trouvé sur Terre, c'est le Diplodocus, 30 mètres. Donc c'est pour ça que les êtres vivants sont plus petits que les immeubles, qui eux-mêmes sont plus petits que les montagnes. Autrement dit, pour répondre à la question plus complètement, oui, on s'attend à une grande variété, mais dans les limites des lois de la physique. Autrement dit, le fait que les étoiles aient toutes des masses comparables dans un domaine, que les galaxies des dimensions comparables, que les planètes aient des choses comparables, signifie qu'il existe dans l'univers des lois de physique, et réciproquement, le fait qu'il y ait des lois de physique signifie qu'il y a des limites. Et ça, c'est un point sur lequel je tiens beaucoup, parce qu'apprendre aux étudiants des théorèmes, bof, ils l'ont oublié après, mais apprendre aux étudiants ce qu'est un raisonnement rationnel, pour moi, c'est fondamental dans un monde où il y a tellement d'obscurantisme. Oui, j'ai une question. Quand on débarque sur une planète relativement pas trop hostile avec nos robots, comment on peut être sûr qu'on n'a pas chargé des passagers clandestins qui pourraient mettre le bazar, quoi, voilà. Enfin, des passagers genre bactéries, des petits trucs, hein, pas des clébards. Hein. Bah, on en a embarqué, c'est obligé. C'est pas possible de les enlever toutes. Alors, bon, évidemment, quand on va sur une planète type Mars, on essaie d'emmener le minimum de bactéries, de petites choses comme ça. Ça s'appelle la protection planétaire. Et donc, il y a 2 raisons à ça. D'abord, quand on cherche la vie sur une planète, on aimerait bien que nos analyses ne soient pas complètement perturbées par le fait qu'on a emmené des êtres vivants. Donc, si on trouve la vie qu'on a amenée nous-mêmes, c'est pas très intéressant. La deuxième chose, c'est plus une question morale. Si on emmène des bactéries, des virus et des tas de choses sur la planète en question, donc la planète Mars typiquement, on ne sait pas du tout comment elles peuvent se développer et ça peut avoir un effet absolument dramatique sur le système lui-même. Maintenant, c'est impossible d'emmener un rover comme celui de Mars Science Laboratory qui fait pas loin d'1 tonne et d'enlever toutes les bactéries. On fait pour enlever ces bactéries, qu'est-ce qu'on fait? On les cuit, on les passe à divers rayonnements, on met tout dans des fours, tous les éléments du rover, la plus petite vis, les roues, tous les instruments, tout ça a été cuit. Et je peux vous assurer que quand vous avez des instruments hypersensibles qui sont destinés justement à chercher des traces de vie, qui sont très compliqués, qui sont très miniaturisés, c'est pas très simple de leur faire subir ce traitement. On le fait. Ça fait des surcoûts importants. Typiquement, la mission en question va coûter 20%, 30% plus cher à cause de ces règles-là. Mais la seule chose qu'on puisse dire, c'est qu'on aura moins de, mettons, 300 bactéries par centimètre carré. Mais on les emmène, c'est obligé. Alors, il y a des tas d'organismes internationaux qui se penchent là-dessus, des règles de bonne conduite qui ont été émises. Il n'y a pas de règlement contraignant, hein, mais c'est un organisme qui travaille sous l'égide des Nations Unies qui fait ça. Mais forcément on les emmène. Donc quand on va faire des analyses pour voir si on voit des traces de vie, on va aussi apporter des cibles sur Terre que les instruments vont regarder pour comparer avec les analyses qu'on fait sur la planète elle-même. Donc on prend un échantillon de la planète, on fait une certaine série de mesures, et on prend un échantillon qu'on a apporté de Terre, qu'on a cuit, etc., mais où on sait qu'il reste des choses qu'on a mesurées sur Terre, et on compare les résultats pour être sûr. Et donc, oui, on emmène des petites bestioles et des passagers clandestins. Ne dites pas tout, Fabienne, parce que le 20 mars, donc dans 2 bars des sciences, la soirée sera consacrée justement à l'exploration spatiale, quel risque pour la Terre. Et on abordera justement toutes ces questions de protection planétaire, d'embarquement des bactéries, de contamination, etc., des mondes qu'on explore. Donc je vous invite à revenir le 20 mars pour parler de tout ça. Monsieur Braich, quand tout le monde a à la bouche Mars, Europe, Titan, vous, avec 7 milliards, vous voulez aller sur Neptune. Pourquoi ?
Et deuxième question à Madame Casoli, entre exploration robotique, humaine ou une combinaison des deux, qu'est-ce qui vous semble le plus efficace à long terme? Bon, alors j'y vais pour 3 raisons. Une première raison tout à fait personnelle, c'est que j'ai un petit sentiment d'affectueux pour Neptune, puisque j'ai eu le bonheur de trouver des anneaux autour, et que j'aimerais bien les revoir, ces anneaux, plus en détail, parce qu'ils posent tout de même un certain nombre de problèmes. Une deuxième raison, c'est que l'exploration planétaire se fait par étapes. Première étape, on survole. Deuxièmement, on tourne autour. Troisièmement, on se pose. Quatrièmement, on se déplace. Cinquièmement, on prend un échantillon, on revient. Et sixièmement, on envoie des cosmonautes, mais ça, c'est plus nous, c'est d'autres. Hein. Et donc, pour faire la deuxième étape, il faut évidemment le faire. Et enfin, la troisième raison, c'est qu'autour de Neptune, dans ces anneaux en particulier, il se passe un certain nombre de phénomènes très étonnants. Et je vais en citer juste un. Je n'ai pas le temps de les citer tous. Quand j'ai trouvé ces fameux arcs de Neptune, honnêtement, je pensais que ce n'était pas possible. J'enseignais à mes étudiants toujours que si vous mettez de la matière autour d'une planète, ça fait forcément un anneau. C'est le résultat des lois de Kepler, 1610, qu'un machin qui est plus près tourne plus vite qu'un machin qui est plus loin. Donc si je vous mets un arc de matière autour d'une planète, en une semaine, c'est un anneau complet. Donc un arc ne peut pas exister. Et si un étudiant en 1980 m'avait dit « Monsieur, il y a des arcs autour des planètes », j'aurais dit « Mon petit, l'agriculture française manque de bras, tu dois faire autre chose. Hein. C'est pas possible, hein, c'est idiot, c'est les lois de Kepler qu'on apprend au lycée. » Or, ça ne peut pas exister, mais ça existe. Et donc vous avez là un phénomène de confinement dû à des satellites qui confinent la matière et radialement et azimutalement. On ne comprend pas très bien ce qui se passe. On a des modèles, des simulations, etc. et autres, mais le confinement est un problème majeur de la physique moderne, comme l'est la fragmentation et autres. Et pour moi, cet endroit me paraît un endroit idéal pour ça. Dans le cas de Saturne, il y a aussi un phénomène de confinement, mais noyé dans un milieu beaucoup plus complexe, plus difficile à étudier. Et je ne vais pas aussi être grandiloquent, mais j'ai simplement juste un problème qu'on a actuellement. Le problème de l'énergie sur Terre est un problème sérieux. Brûler du pétrole pour avancer des voitures, c'est idiot, c'est gâché, ça a mis des millions d'années pour s'accumuler, etc. Si on pouvait confiner la matière, comme on le fait dans le Soleil, on pourrait peut-être transformer de l'hydrogène en hélium, et c'est ce qu'on fait lors de l'expérience ITER, qui coûte d'ailleurs très cher dans le sud de la France, tout le monde s'y met. Or, on essaie de confiner sur Terre par le champ magnétique. Quand vous écrivez les équations du confinement par le champ magnétique, c'est une équation de Fokker-Planck du nom des physiciens qui ont écrit l'équation en question. Quand vous écrivez les équations du confinement par la gravitation, cette fois-ci par champ magnétique, c'est aussi une équation de Fokker-Planck du nom des physiciens qui ont écrit cette équation. Autrement dit, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va enfin résoudre le problème de l'énergie en allant sur Neptune. Je suis en train de vous dire que la physique est universelle et qu'à l'endroit tout à fait inattendu, on y trouve des choses inattendues. Et Neptune, pour ça, me paraît un endroit important. Et là aussi, en science, on voit bien, et Fabienne connaît le sujet, il y a plusieurs types d'approches. Il y a des gens qui ont envie d'avoir la 25e décimale. Il y a des domaines où on a lancé plein de sondes. Je me souviens à l'époque, quand moi j'étais petit, toi t'étais pas né encore, eh bien, il y avait des gens qui... Non mais, j'étais très jeune. Hein. Et donc, il y avait plein de satellites pour étudier la magnétosphère terrestre. La magnétosphère, c'est fort intéressant. Ce soir, c'est le coup de jeune pour Fabienne. Hein. Et alors donc, la magnétosphère, il y a eu 20 satellites de lancés à l'époque où moi je voulais lancer des trucs vers les astéroïdes. Bon, et c'était bien, on a fait des progrès, c'était important, il fallait le faire et tout. Et puis il y a des missions pionnières où on part à l'aventure, on peut ne rien trouver. Et je pense que dans les missions pionnières, on n'a pas tout fait dans le système solaire. Avant de retourner N fois au même endroit, je pense que c'est important de faire des choses nouvelles. Et je prendrai l'exemple d'Uranus, où on a totalement loupé le survol d'Uranus. Vous savez que c'est la semaine où on a survolé Uranus. Eh bien, nos collègues étaient sur la navette spatiale pour voir la comète de Halley. La navette a explosé. Et 7 de nos collègues qui ont travaillé dans l'année pour dire t'appuies sur le bouton rouge, tu fais ça, la comète, etc. sont morts. On les a vus mourir sous nos yeux. Donc, je peux vous dire qu'on n'avait pas le cœur à travailler là-dessus. En plus, on s'est trompé dans les programmes de correction d'attitude de la sonde pour compenser l'effet de bouger en survolant Uranus, ce qui fait que le climat qui régnait, les images qui ont été prises, les conditions, on a un peu manqué sur l'Uranus. Or, Uranus, c'est probablement un endroit fort intéressant. Donc, il faudrait là aussi y retourner, mais c'est loin. C'est cher, ça prend du temps, et si vous voulez être connu ou avoir une promotion, c'est mieux d'avoir une mission qui donne des résultats 6 mois plus tard. Une mission qui donne des résultats 40 ans plus tard, si on dit au gars, attends, on donnera un poste quand on aura obtenu quelques succès, il risque de s'impatienter. Mais il ne faut pas oublier le long terme, et moi, pour moi, l'essentiel, c'est le long terme. Et pour moi, ces missions très lointaines sont en prélude à la suite, et la suite, c'est quoi? C'est qu'autour des autres planètes, des autres étoiles, il y a d'autres planètes, et je pense, non pas au XXIe siècle, mais au 3e millénaire, on va lancer des sondes pour avoir des planètes autour des autres étoiles. Ça, on le fera. Et si je reviens en 3000, c'est pour ça que je trouve que des comptes en banque, c'est idiot. J'aimerais des comptes en temps. J'aimerais qu'on mette de côté une semaine ou 2 ou 3 jours pour voir ce qu'ils ont fait dans 1000 ans, dans 2000 ans, etc. Et voir si on serait capable de comprendre. Mais là, vous voyez que je rêve comme toute ma vie. Alors, exploration robotique du système solaire versus exploration habitée. Si on veut faire de la science, si on veut comprendre le système solaire, c'est évidemment de l'exploration robotique qu'il faut faire. Tiens, je m'attendais à l'autre réponse, justement. Robotique ?
Humaine. Si vous voulez faire de la science et comprendre le système solaire, comprendre les planètes, il faut envoyer des sondes automatiques. C'est quand même beaucoup plus simple. Si vous pouvez vous permettre de perdre un rover, une sonde de lancement, vous pouvez vous permettre de perdre Phobos Grunt ou de perdre une ou deux missions martiennes. Si vous voulez envoyer des gens, il va falloir prendre des précautions infinies qui font que la science et les expériences scientifiques vont devenir complètement secondaires. Sans parler du fait que ça sera infiniment plus cher. Si on fait de l'exploration habitée du système solaire, si on est allé sur la Lune, si on parle de retourner sur Mars, c'est pas parce qu'on apprendra mieux des choses. Certainement, on pourra apprendre des choses, mais pour le même prix, on lancera des centaines de missions robotiques. Donc, si vous voulez comprendre la planète Mars maintenant, et pas attendre d'avoir les moyens d'y envoyer un astronaute et surtout de le faire revenir, c'est des missions robotiques qu'il faut faire. Pour vous donner un exemple, une étape essentielle dans la compréhension de la planète Mars, enfin au moins une, ça serait de rapporter des échantillons du sol de la planète. On a quand même appris beaucoup de choses de la Lune en analysant les échantillons qui ont été rapportés par les astronautes. Donc on pense à des missions robotiques. Donc on va aller, ça a l'air simple hein, comme ça. On va se poser sur Mars, il y a un petit rover qui va se promener sur Mars, qui va faire quelques kilomètres, trouver des échantillons intéressants, il va les mettre dans une petite capsule. On va mettre la petite capsule dans une petite fusée qui va repartir du sol de Mars, hein, c'est une fusée quand même, hein, qui va retrouver un orbiteur en orbite autour de la planète Mars, qui va se débrouiller de lui délivrer son échantillon. Ce petit échantillon qui va faire... L'idée, c'est de ramener 500 grammes. Hein. Et après, il va falloir repartir vers la Terre et faire redescendre une capsule contenant ces 500 grammes sur Terre. Eh bien, on ne sait pas faire ça. Il y a des difficultés techniques que pour l'instant on ne sait pas résoudre, et en particulier le fait de faire redécoller cette petite fusée, qui est un petit missile, hein, de la planète. Personne, vous allez voir Ariane Espace, vous leur dites là, un petit lanceur là, qu'on laisserait même 15 jours sur le sol de Mars, hein, dans les conditions de température, c'est une atmosphère très, très désagréable, enfin très corrosive. Ariane Espace vous dit non, hein, c'est pas question, je ne sais pas faire. Vous allez voir les militaires. On ne peut pas enrôler des petits martiens comme ça, vite voilà. fait, pour qu'ils Donc, ça ne marche pas. Alors, imaginez ce que ça serait de faire. Donc, on ne sait pas faire. Bon, je pense que c'est des problèmes qui peuvent se résoudre techniquement. Disons, si on se donne comme objectif les années 2025-2030, on doit pouvoir y arriver. Si on s'y met à plusieurs pays, bon, pourquoi pas. Mais envoyer des astronautes sur la planète Mars, les 6 mois de voyage, les protéger, éviter qu'ils s'entretuent, les nourrir, leur faire de l'exercice, les mettre seuls et les faire descendre sur la planète, là, les enterrer, hein, parce que vu le rayonnement qu'ils reçoivent, il faudrait qu'ils soient enterrés, enfin qu'ils se cachent sous terre. Les faire quand même faire un petit peu explorer le sol de la planète, parce que quand même, bon, on est là pour ça. Et puis repartir, revenir sur Terre, alors qu'on pour 500 grammes d'échantillons, qui eux, bon, les échantillons, hein, si on les chauffe un peu, si on leur soumet à des rayonnements, des accélérations, normalement, bon, ça va, ils supporteront. Donc c'est très difficile, et ça sera tellement difficile que dans l'affaire, l'exploration scientifique, elle va être oubliée. C'est évidemment la dernière des considérations. Les astronautes qui sont actuellement sur la station spatiale, bon, depuis quelque temps, maintenant, ils sont 6. Donc, ils ont un peu de temps pour faire des expériences scientifiques. Et pas passer leur temps à pédaler sur des vélos, faire de l'exercice, entretenir la station, la nettoyer. Mais la majorité de leur temps, c'est quand même autre chose que de la science. Donc, c'est pour ça que si vous voulez obtenir des résultats scientifiques, c'est évident que des missions robotiques seront plus efficaces. Alors maintenant, il y a un des derniers astronautes qui est parti avec Apollo sur la Lune, c'était un vrai géologue. Bon, les autres, ils avaient reçu une formation, bon, ils avaient appris, et je pense que ça doit être le paradis pour lui, d'être sur la Lune, pour un vrai géologue, et sans doute, il a beaucoup mieux choisi les cailloux que les autres, c'est sûr. Maintenant, c'était pas pour ça qu'on a fait Apollo, c'est clair. Donc, je pense qu'on fait de l'exploration habitée pour des raisons plus pour dire de prestige, mais aussi, je pense que de montrer qu'on puisse faire une coopération, parce que maintenant, c'est des coopérations qui sont forcément à des échelles quasiment mondiales. Ça, c'est quelque chose, c'est un objectif qu'on peut décider pour des raisons politiques, pour des raisons humaines, de poursuivre.
C'est important de montrer qu'on est capable de faire des grands projets, même difficiles, à plein de pays. Mais c'est pas pour ça, c'est pas pour la science qu'on le fait. Je suis un petit peu étonné de cette réponse, pas pour les astronautes, parce qu'effectivement, aller sur Mars, c'est beaucoup plus compliqué qu'aller sur la Lune. Encore que, je me souviens qu'à l'époque, on disait, quand on demandait après la Lune, qu'est-ce que vous comptez faire? Oh, ben, on devrait arriver sur Mars au milieu des années 80. Mais bon, c'était peut-être optimiste. Bon. Par contre, les Russes ont lancé, ça devait être Luna 16, je crois, qui a rapporté un échantillon à quelques mois près, à la même époque que les vols Apollo. C'est la mission que vous venez de décrire pour Mars. Alors, c'est vrai que Mars, c'est plus loin, le voyage est plus long, etc. Mais techniquement, si on savait rapporter 100 grammes de sol lunaire en 70, on devrait arriver maintenant. Si on avait vraiment... si on se donne un tout petit peu les moyens, on devrait... Alors, je ne dis pas pour les vols habités, mais pour aller chercher des cailloux, on devrait arriver à le faire à peu près maintenant, logiquement. Parce que la durée du vol, ce n'est pas un problème énorme. On a pu lancer des engins qui se sont posés, qui ont roulé, etc. Relancer une petite fusée, on sait le faire on a su le faire de la Lune. C'est pas beaucoup plus compliqué a priori depuis Mars. Si, c'est beaucoup plus compliqué. Et on a pu rapporter des échantillons prélevés sur des astéroïdes, etc. Donc au total, on devrait avoir les techniques. C'est beaucoup plus compliqué de repartir. C'est beaucoup plus compliqué de partir de Mars. Hein. Le carburant qu'on utilise, du carburant liquide, solide, ne va pas résister forcément à la surface de la planète Mars. D'abord, il faut l'amener. Il faut quand même tout le temps pour y aller. Hein, il va falloir l'amener, cette fusée, donc il faut 6 mois. Si on la laisse sur le sol, éventuellement, on peut la laisser peu de temps sur le sol. Mais pour l'instant, on ne sait pas faire. C'est ce que je dis. Je dis que techniquement, c'est pas impossible. Parce que si on y met les moyens, on saura faire. La seule étape qu'on n'a pas fait, c'est de remonter de Mars à une orbite. Il y a une étape qui n'est pas très facile. C'est après délivrer, séparer le conteneur qui va contenir les échantillons, qui ne va pas être très gros, et le retrouver à partir d'un seul orbiteur. Parce que simplement, il ne va pas se signaler. Il n'y a pas du GPS autour de Mars. Donc, il va falloir retrouver ce conteneur qui n'a pas forcément, elle va pas forcément avoir des émetteurs radio. Vous voulez dire faire le rendez-vous spatial à la remontée entre l'orbiteur et les tâches de remontée. C'est quelque chose, comme je l'ai dit, je pense que techniquement, ce n'est pas impossible si on se donne comme échelle de temps 2025-2030. Franchement, c'est des étapes qu'on doit pouvoir faire, mais on ne les a pas. Je veux dire, on n'a pas en magasin les morceaux. Moi qui avais une vision optimiste, je pensais depuis longtemps qu'on savait faire ça. Mais... ça, c'est un peu. Moi, je pense que si Fabienne et André nous disent ces choses-là, on doit leur faire confiance. Mais vous avez raison. Parce que ça paraît peut-être simple, mais ça se fera dans les années 80, mais c'est 2080. Voilà, 2080. Et puis dites-vous que si vous voulez connaître le fond des océans, mieux vaut envoyer un bathyscaphe comme plongeur qu'il faudra remontrer très vite. Cela dit, il est clair, je connais tous, il y a bien certains collègues qu'on aimerait bien faire partir en mission jusqu'à Neptune, en disant on te nomme chef de la mission, mais ça c'est un autre sujet. Est-ce qu'on a des questions ici, s'il vous plaît? La différence essentielle, s'il vous plaît, la différence essentielle par rapport à un retour d'échantillon lunaire, par rapport à un retour d'échantillon martien, c'est qu'on ne peut pas faire, comme on a fait de par la Lune, un retour avec un tir direct, de retour Lune-Terre. Il faut nécessairement en passer par des opérations de rendez-vous orbitaux autour de Mars pour réacheminer les échantillons sur Terre. Et ça, comme l'a dit Mme Casoli, c'est une autre paire de manches. Et aussi, rentrer dans l'atmosphère terrestre en venant de Mars, c'est beaucoup plus dur qu'en venant de la Lune. Absolument. Et la rentrée dans l'atmosphère, c'est un truc qui est faisable, mais qui est mais là, on arrive compliqué. à la deuxième vitesse cosmique et qui est autrement plus importante que simplement un retour lunaire. Et quand il y a une lunaire. petite panne pas trop loin, on peut envoyer un dépanneur. Mars, il y a peu de stations-service pour l'instant sur place. Petite question toute simple, j'aurais aimé savoir pourquoi est-ce qu'on avait disqualifié Pluton? Pourquoi Pluton n'est plus une planète? Alors, Pluton n'a pas été disqualifié, puisque Pluton a une promotion. Pluton était le 9e objet de la catégorie planète, vu par certains, et Pluton est devenu le premier objet de nouvelle catégorie qu'on appelle les naines. Donc, comme disait Jules César disait « Je préfère être le premier dans mon village que le second à Rome », eh bien Pluton est devenu le premier de sa catégorie. Bon, cela dit, je pense que Jules préférait être le premier à Rome, mais ça, c'est une opinion personnelle. Alors, la raison est très simple. Les Anglais trouvent Uranus au XIXe siècle, les Français au XIXe et les Américains Pluton au XXe, 1930. Quand on trouve Pluton, on estime sa masse à 5 fois la masse de la Terre. Donc, on a trouvé une nouvelle planète.
Et puis, au cours du temps, on se rend compte que la masse de Pluton est plus petite qu'on l'imaginait. Et quand on a trouvé un satellite autour de Pluton, on a vu que c'est un machin tout petit, beaucoup plus petit que la Lune. Donc moi, ça fait 30 ans que je dis à mes étudiants qu'il y a 8 planètes dans le système solaire et pas 9, et que Pluton est un gros astéroïde. Ça ne dérange personne, ça ne dérangeait personne. D'autres collègues, il y en a 9, bon, très bien. Jusqu'au jour où un de nos collègues qui s'appelle Brown a trouvé un objet nouveau, qu'on appelle maintenant Eris, lequel objet est plus gros que Pluton. Et Brown, à juste titre, a dit « Si Pluton est une planète, je revendique la découverte d'une planète. Si Pluton n'est pas une planète, je revendique rien. » Donc les journalistes, les élèves, les profs de lycée, les éditeurs de livres scolaires, le public, tout le monde disait « Il y a combien de planètes dans le système solaire ?» Or, pendant 30 ans de ma vie, j'ai fait partie du comité de nomenclature. Donc on se réunissait, et je me souviens d'une réunion qui a eu lieu en 2003 ou 2004, je ne sais plus, au fin fond d'un fjord en Norvège. J'ai mis 2 jours pour y aller. Ordre du jour très chargé, dont ce point. Nous avons discuté pendant 2 jours que de ça, et au bout des 2 jours, on a voté. Nous étions 10 membres du comité. 3 d'entre nous ont voté qu'il y a 8 planètes, dont moi. 3 d'entre nous ont voté qu'il y en avait 9, incluant Pluton. 3 ont voté qu'il y en avait 10, incluant Eris, et 1 s'est abstenu. Donc vous voyez, la situation était que et tout le monde rigole, les astronomes qui sont censés travailler sur des objets, ils ne sont pas fichus de les nommer. Alors on a nommé toute manière Eris, à qui on a donné le nom de la déesse grecque de la discorde, nom bien choisi en l'occurrence. Et alors là, il se trouve, il y a eu un phénomène en 2006, c'est que l'Union astronomique internationale se réunit une fois tous les 3 ans. Et en se réunissant, elle nomme un nouveau président. Et en 2006, pour la première fois dans l'histoire de l'Union astronomique internationale, on a nommé un nouveau président qui est une présidente, qui est Catherine Czersky. Et c'est donc une femme qui était présidente. Et vous savez bien que sur Terre, les gens importants sont les femmes. Je veux dire, les femmes, ça fait des bébés, c'est sérieux. Les hommes, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Donc les différents présidents, rien fait. Catherine, elle a l'autorité. Catherine, bonne copine, on se connaît depuis longtemps. Et Catherine me dit, André, je ne vais pas me faire embêter par les journalistes qui m'ont appelé 3 fois par semaine en me disant, il y a quand même une planète. Donc, on va mettre un comité en place. Je vais leur faire le coup du pape, hein, ils ne sortent pas tant qu'ils n'ont pas la solution, et je vais faire entériner ça par l'Assemblée générale. Et c'est ce qu'on a fait. Alors un comité des sages a été nommé avec 3 Américains, un Anglais, un Japonais et un Français. J'étais le Français de la bande. J'ai commencé à faire un peu la pagaille en disant que je refusais de me réunir aux États-Unis en Angleterre, puisque les gens en majorité étaient de langue anglaise. On allait travailler en anglais, on n'allait pas en plus dans un pays de langue anglaise. Donc j'ai refusé d'y aller, j'ai dit soit Tokyo, soit Paris. Catherine m'a dit André, commence pas à mettre la pagaille. Alors on s'est réunis à Paris, et vous savez que Paris est un endroit merveilleux, puisqu'il y a 2 choses merveilleuses à Paris, c'est de la bonne gastronomie et de la bonne astronomie. Et donc c'est là où je pars en histoire, nous ça serait trop long, où dans un comité se réunissant, les points de vue totalement opposés des uns et des autres font que je me suis dit on n'est pas sorti de l'auberge. Donc je les ai emmenés dans un restaurant que j'aime beaucoup. Pour la gastronomie. Hein. Et oui, je les ai emmenés. Je vous recommande ça. Le patron va vendre bientôt. Hein. Le restaurant s'appelle La Poule au Pot. Il ouvre à 7h30 le soir. Il ne fait pas concurrence ici, c'est pas les mêmes horaires. Hein. Il ouvre à 7h30 le soir, il ferme à 5h du matin, ce qui donne le temps de dîner tranquillement. Hein. Et donc j'ai emmené le comité dans ce restaurant que je vous recommande. Paul, le patron, vous avez de ma part, vous serez bien traité. Et là, j'ai découvert une chose extraordinaire, c'est qu'à la 3e bouteille de Pomerol, eh bien, disons, on se comprenait mieux. Hein. On n'était toujours pas d'accord, mais enfin, donc dans la vie, quand vous avez un conflit avec quelqu'un, on va dîner. Convivialité, c'est extraordinaire. Maintenant, ça ne suffisait pas. Et donc dans la vie, quand vous voulez quelque chose, on a un autre conseil, eh bien vous voulez 3 choses par exemple, eh bien vous en exigez avec force une 4e, dont vous vous moquez complètement. Et vous faites un scandale, faites du bruit, scandale, je m'en grève, je le dis à tout le monde, je parle aux journaux, etc. Alors, situation bien bloquée. Et quand c'est bien bloqué, vous dites, on n'avance pas les gars. Hein. Ah non, on n'avance pas. C'est épouvantable. Hein. Quand c'est bien bloqué, vous prenez la parole et vous dites, je vais faire un gros sacrifice. Je vais renoncer à ma 4e condition. Ça me fane le cœur, mais je vais y renoncer. Hein. Alors ils ont dit, fais un effort, nous aussi. C'est dans ce qui s'est passé, on a mis 4 conditions. Je savais que la 4e ne se passerait jamais à l'Assemblée générale. Et donc il faut 3 conditions dans une planète. Il faut tourner autour du Soleil, ça marche. Il faut être rond. Rond, ça ne veut pas dire qu'on a bu du Pomerol. Hein. Il faut être de forme sphérique. Hein. On dit en physique un équilibre hydrostatique. Et 3e condition, on fait le ménage. Faire le ménage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas un Jupiter à côté de Jupiter, une Terre à côté de la Terre, mais que si un corps arrive près d'une planète dans le système solaire, soit il cogne, soit il tombe dans le Soleil, soit il est chassé, soit il devient satellite, mais en aucun cas, on ne peut installer une planète supplémentaire. C'est-à-dire, en gros, les mathématiciens diraient que le système solaire est plein. Eh bien, si vous obéissez à 3 conditions, vous êtes une planète, il y en a 8. Si vous obéissez à 2 conditions, je tourne autour du Soleil, je suis sous forme sphérique, alors on appelle ça une naine, et nous connaissons 5, qui sont Cérès, Oméa, Makemake, Pluton et Eris. Et pourquoi je ne tenais pas à ce qu'il y en ait plus? Parce que ça veut dire qu'en 2020, dans le livre scolaire, on aurait dit aux étudiants, eh bien, il y a 18 planètes, parce qu'on est en train de trouver plein de petits corps comme ça. On aurait dit en 2040, il y en a 22, on aurait dit en 2060, il y en a 37, etc. Au moins 8, on sait qu'il peut y en avoir une de plus, et 8, c'est un chiffre facile à retenir, même à l'école primaire. Hein. Même si on est président de la République, on sait compter jusqu'à 8, enfin, encore que certains, on peut en douter. Et donc, vous voyez, c'est parce que plutôt c'est un gros astéroïde. Alors le problème, c'est que nos collègues américains, les Américains, c'est un peu jeunes et susceptibles, hein, râler, c'est
entre la planète qui. Alors, je me souviens, j'ai jamais reçu autant de. Les Canadiens, comment Pluton déclassé. Pluton n'a pas déclassé. Pluton a une promotion, je vous dis. Et Pluton, plus c'est petit, plus c'est joli, enfin, etc. On a lancé une mission vers Pluton, mais c'est intéressant, mais c'est pas une planète. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, tracé sur un graphique, la masse de Pluton estimée en fonction du temps. 1930, 5 masses solaires. 1940, un peu moins. 1947, un peu moins. 1970, un peu moins. Et poursuivez la courbe. Vous voyez que la masse de Pluton devient égale à 0 en 2006, année où on a défini ce qu'était une planète. Donc finalement, on avait bien choisi. Donc vous voyez, Pluton n'est pas une planète, c'est pas pour ça que c'est pas intéressant. La Lune n'est pas une planète, c'est pas intéressant. C'est intéressant tout de même. Et il y en a 8. Donc voilà, j'ai dit un peu rapidement. C'est une nomenclature. Oui. Et vous savez, comme nomenclature, c'est important. J'ai raconté l'histoire dans ce comité, on a donné des noms de femmes à Vénus. Un jour, on me donne le nom d'une Coréenne. Je dis, c'est qui ? Alors, on me dit, c'est une héroïne coréenne, 12e siècle. Ah bon, on a mis son nom. Puis, on me nom d'une Française. Alors, les Américains me demandent, c'est qui ? Je regarde, c'était la Goulue. Vous savez, la fameuse prostituée de... Alors, ils me demandent, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie ? Je dis, elle a été modèle de Toulouse-Lautrec. Ah, très bien. Donc, la Goulue a son cratère sur Vénus. Alors, on me donne le nom d'une autre femme, et je regarde, une Française, c'était la Pompadour. Alors, je dis, une femme formidable, elle a développé les sciences et les arts. Les Américains, pas question. C'était la maîtresse du roi, ce qui est scandaleux. Et je dis, non, c'est pas la maîtresse du roi. C'est le roi qui était son amant, ce qui n'a rien à voir. Donc, discussion. Donc, la Pompadour en liste d'attente. Alors, j'étais furieux. Alors, on me demande une américaine après. Alors, l'américaine, on me dit, c'est un poète américain, 1910, il a écrit de très beaux poèmes. Ah bon, très bien. Puis, on me dit, elle était ambassadeur des États-Unis à Venezuela. Ah, je dis, pas question. Ambassadeur, c'est être près du pouvoir politique. On a dit, pas d'hommes politiques, pas de généraux, pas de religion, donc j'en veux pas. Bon, maintenant, si vous prenez la Pompadour, je suis prêt à faire une exception. Donc, oui. Donc, vous voyez comment on s'amuse bien dans cette nomenclature. On a donné 20 000 noms et on s'est bien amusé. Donc, voilà. Et vous savez que les fameux arcs de Neptune, j'y tiens, je les ai appelés liberté, égalité, fraternité, dont ne voulaient pas les Américains, trouvant ça trop français. Et je leur ai dit, mais la liberté, c'est pas français, c'est universel. Et donc, étant membre du comité, ça a aidé. Je me suis arrangé qu'on soit en territoire ami. Pas de réunion à Washington ou San Francisco. Donc, on l'a fait en territoire ami, Florence et Buenos Aires. Donc, à l'unanimité, la liberté, l'égalité, fraternité marquent les confins du système solaire. Ah oui, le quatrième, trouvé par Cécile Ferrari, qui à l'époque était mon étudiante en thèse. Alors là, elle m'embêtait, Cécile. Trouve une quatrième marque. On va l'appeler comment ? Alors, on s'est dit un nom qui commence par C, comme Cécile. Une qualité universelle. Alors, on a trouvé courage, qualité que tout le monde n'a pas. Ce qui fait courage, liberté, égalité, fraternité. Donc, vous prenez les premières lettres, ça fait la clé. Et vous savez bien que la clé en anglais, c'est la clé de musique, la portée de musique au début, la beauté, l'harmonie du ciel, et que la clé en français, c'est la clé pour ouvrir la porte. Donc on laisse les Anglais jouer de la musique pendant que nous, on essaie de comprendre ce qui se passe. Une autre question ici. Bonsoir. Une petite question en fait sur les planètes gazeuses. Est-ce qu'il a déjà été envisagé en fait de faire des missions avec des vols stabilisés à l'intérieur des atmosphères des planètes gazeuses ? Les moyens techniques. On l'a déjà fait. La mission Galiléo qui tournait autour de Jupiter, on l'a jetée dans Jupiter. Donc on est passé dedans. C'était plutôt mission suicide, mission sacrifice. Oui, plutôt une espèce de gros dirigeable, une montgolfière qui voguerait comme ça dans les atmosphères de planètes gazeuses. Sur les planètes géantes gazeuses elles-mêmes, je ne crois pas qu'il y ait de choses à l'étude de ce type. Par contre, on continue à étudier assez sérieusement au CNES et puis avec des collègues américains une mission qui comporterait une montgolfière et qui irait explorer Titan, le satellite Titan. Alors l'idée a l'air jolie. Bon, c'est pas très facile de se déplacer avec un rover sur Titan parce qu'on ne sait pas très bien la nature du sol. Donc on va se déplacer dans l'atmosphère de Titan pour explorer un territoire assez grand. Et avec une montgolfière, donc c'est un ballon à air chaud. Donc il faut arriver à produire de la chaleur. Sur le papier, c'est très joli. En pratique, c'est un peu compliqué parce que ça veut dire qu'on va emporter ce ballon plié pendant un voyage de 10 ans. Donc on part de Terre. On a ce ballon qui est soigneusement plié dans la sonde. Et puis, il faut emmener aussi une source d'énergie. La source d'énergie, ça peut être qu'une source d'énergie nucléaire, une grosse chaufferette, mais qui est basée à partir de matériaux nucléaires. La difficulté pour là, c'est qu'on n'a pas l'interrupteur. Vous avez des produits radioactifs qui chauffent. Ça marche très bien, on sait que ça va marcher, on sait pendant combien de temps ça va marcher. Sauf que si jamais vous voulez chauffer un petit peu moins, vous ne pouvez pas. Ça ne s'arrête pas. Donc on a le ballon qui est plié, le truc qui chauffe à côté, et puis tout autour, il fait quand même très très froid. Et quand on va commencer à essayer de descendre dans l'atmosphère de Titan, et puis de larguer et de déployer la montgolfière, parce qu'au départ, évidemment, elle n'est pas déployée,
Il faut arriver à la déployer et avoir en même temps le système de chaufferette qui chauffe bien l'intérieur du ballon et pas l'extérieur. Pour ceux qui pensent à une montgolfière, vous voyez les trucs qui se baladent, les châteaux de la Loire, il y a un chauffage qui monte. Donc techniquement, c'est très compliqué. Pensez simplement aux matériaux du ballon. C'est un ballon qui va être très grand, qu'on va plier pendant 10 ans, qui va être des températures de moins 100 quelque chose. Et quand on le déplie, il y a quand même toutes les chances qu'à l'endroit où il y a eu le pli, ça casse. Quels seraient les buts? Ça serait de trouver des molécules organiques, c'est ça, des choses. C'est encore rattaché à la vie ou à la recherche de vie ou c'est, Oui, ça c'est vraiment la recherche de vie, Titan, c'est ça qui nous intéresse, pas la vie. Disons des briques, des molécules un peu compliquées qui pourraient être le début de la vie. Je ne crois pas que quelqu'un pense qu'il y a une vraie vie sur Titan actuellement. Par contre, quelque chose qui serait juste le stade avant, oui. Alors, et l'idée, c'est aussi de pas. Quand on est descendu dans l'atmosphère de Titan, qu'est-ce qu'on a exploré? On a étudié l'atmosphère de Titan le long de l'endroit où on est descendu. Donc, c'est juste un endroit et quelques dizaines de minutes. Là, ça serait de tourner pendant, disons, quelques jours, quelques dizaines de jours dans l'atmosphère de Titan, aller regarder des endroits un peu différents. Donc, comme le disait André, il y a plusieurs étapes dans l'exploration du système solaire. La première étape, c'est on passe le long, on survole la planète, donc on essaye de tourner la tête au bon moment, et ça ne va pas durer très longtemps, quelques minutes. La deuxième étape, c'est on se met en orbite. La troisième étape, c'est on se pose, et ça on l'a déjà fait sur Titan, mais par contre on ne l'a pas exploré. Après, il faut bouger. Et bouger sur une planète, pour l'instant, on l'a fait sur Mars, enfin les Américains l'ont fait sur Mars, pas les Européens, pas encore. On l'a fait sur la Lune, même si ce n'est pas une vraie planète, mais c'est tout. Pour l'instant, on ne s'est pas encore déplacé. Et l'étape d'après, c'est le retour d'échantillons. Est-ce qu'il y a une échéance de pressenti pour cette expérience? Si on le fait, ce serait des lancements vers 2025 au mieux, et puis je ne sais pas combien il y a d'années de voyage, au moins 5-6. Oui, exact. Donc voilà. Bon, il y a un certain nombre d'astronomes. André sera au chômage là à ce moment-là, donc il pourra peut-être vous filer un coup de main. Oui, mais je regarde assez sérieusement quand je vois d'arriver les chercheurs avec leurs propositions pour des missions. Je leur demande discrètement leur âge pour voir. Comme quoi, c'est pas une barrière. Vous savez qu'actuellement, je lutte pour la suppression de la retraite, et donc j'ai fait une manif. J'étais seul dans la rue. Je connais un monsieur qui, pour être connu, avait pris l'habitude de manger des voitures. Mais il ne supporte plus le métal quand c'est cru. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez le mettre en contact avec vos cuiseurs de voitures? Bonsoir. Vous avez beaucoup parlé du retour d'échantillons. Il y a quelques mois, il y a la sonde japonaise Hayabusa qui a ramené des échantillons d'une comète. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Qu'est-ce qu'on apprend de ces quelques grammes qu'on arrive à récupérer sur une comète? En général, pour avancer, il faut ramener le maximum d'échantillons dans un endroit aussi divers que possible. Mais j'ai envie de répondre un petit peu à côté de votre question pour la raison suivante. C'est que la comète Hartley 2 a été survolée à peu près à la même époque. Et là, on y trouve de l'eau présente, et vous savez qu'il y a un grand débat actuellement pour savoir si les océans terrestres sont natifs de la Terre, ou si au contraire, ils ont été enrichis par des comètes qui ont bombardé la Terre et l'ont apporté. Or, il y a donc les deux écoles qui non pas se disputent, mais présentent les deux théories. Et jusqu'à une époque récente, on disait non, l'eau sur Terre, elle vient de l'intérieur parce que les isotopes, vous savez que l'eau, il y a de l'hydrogène, que l'hydrogène, il y a 3 isotopes, que ce sont le deutérium et le tritium et l'hydrogène lui-même, et que la quantité de deutérium qu'il y avait dans les océans avait un facteur 2 d'écart avec la quantité de deutérium qu'il y avait dans les comètes. Donc on se dit, c'est pas possible. L'eau des océans, c'est pas les comètes. Or, la comète Hartley 2, précisément, a une quantité de deutérium qui correspond à celle des océans terrestres. Du coup, ça remet au goût du jour l'idée que la Terre a été bombardée par des corps et que ça allait alimenter une grande partie de l'eau terrestre. Autrement dit, pour répondre plus généralement à votre question, toutes ces comètes sont dans des endroits lointains du système solaire. Elles occupent un nuage, non pas une coquille comme certains croient, mais un nuage complet qui va du Soleil jusqu'à pratiquement une année-lumière. Ils ont été formés dans un endroit froid, surtout des éléments volatiles qu'il y a là, des glaces d'eau, des glaces de dioxyde de carbone, des glaces de méthane, des glaces d'ammoniac. Et donc on a là un matériau primitif
de l'origine du système solaire. C'est-à-dire que le matériau de la Terre, de la Lune, de Mercure, ils ont été chauffés, ils ont été transformés, ils ont été changés. Et si on veut savoir quelles sont les conditions initiales qui ont donné naissance d'abord aux planètes, ensuite à la vie, on a besoin d'avoir le matériau primitif ou avoir le début de l'histoire. Or, quand on va prendre les Japonais nous ramènent des échantillons de comètes, quand on survole une autre comète, regarde tout ça, on a différents matériaux. Et à nouveau, ce qu'on trouve, c'est ça qui est fantastique en astro, c'est une grande diversité. Qu'on a vu, par exemple, les Japonais ont vu cette comète, mais peut-être que cette comète est très particulière. Vous savez, imaginez que des extraterrestres veulent visiter la Terre. Ils disent, bon, on va prendre l'échantillon de la Terre. Ben, selon qu'ils ramènent un morceau de sable du Ténéré, ou bien un morceau de glace de l'Everest, ou un morceau des poubelles à Saint-Denis, ou un morceau d'eau de Seine, hein, il y a 10 ans surtout, eh ben, ils auraient des interprétations fort différentes de ce qu'est la Terre. Et donc on a besoin de grands échantillons. Donc les Japonais font un pas avec cette comète-là, d'autres pas ont été faits, il en faut surtout beaucoup d'autres pour reconstituer les conditions initiales. Mais Fabienne est d'accord avec moi qu'il faudrait multiplier les crédits de la recherche par des facteurs 10 à 100, mais ça ne dépend pas totalement d'elle, parce que ça ne dépend que d'elle, ça serait déjà fait. Mais il me semble qu'elle était née quand ils ont ramené les échantillons de la comète, hein. Je précise. On lui donnait encore le sein, elle dit... Bon, alors, les résultats que tu as cités sur l'origine des océans terrestres, ça a été obtenu non pas en analysant des échantillons, mais à distance, avec des observations faites avec l'Observatoire spatial infrarouge Herschel. C'est une mission de l'Agence spatiale européenne avec une grosse participation française. Donc, mais c'est pas du tout. C'était pas d'ailleurs. Je suis sûre que c'était pas trop prévu hein, quand on a inventé l'idée de faire Herschel. C'est pas du tout une mission d'exploration du système solaire. C'est un télescope qui observe le ciel, les galaxies, les nuages interstellaires, les étoiles. Et c'est vraiment un très très joli résultat. Alors maintenant sur les échantillons extraterrestres, c'est quand même, c'est vrai que de pouvoir analyser des échantillons, les comparer, c'est quand même autre chose que de regarder à distance comme on fait toujours en astronomie. En astronomie, on a quand même du mal à faire des expériences. Et là, c'est du vrai matériau extraterrestre. Mais c'est pas forcément avec des missions spatiales d'ailleurs hein, qu'on va les récupérer ces matériaux extraterrestres. Il y a des météorites qui tombent sur Terre, qui sont d'origine lunaire ou martienne. On trouve en Antarctique, si on filtre bien, des micrométéorites dont un certain nombre sont d'origine extraterrestre. Et puis c'est vrai, quand on va en orbite terrestre ou plus loin, on peut récupérer des grains de poussière qui sont d'origine extraterrestre. La mission japonaise Hayabusa 1 a rapporté, il paraît, 1500 grains, c'est pas des grammes, hein. Je ne sais même pas si c'est des microgrammes, ça se mesure en nombre de grains de poussière, 1500. Qu'ils ont commencé à analyser. Il y a plusieurs missions de ce type. Hein. Et je crois que là, chaque fois qu'on les analyse, c'est vrai, on trouve des choses différentes. Hein. C'est un peu frustrant quand même. On pourrait se dire, ça y est, je vais faire l'analyse qui va montrer tout, qui va nous expliquer tout sur l'origine du système solaire. Ah non, à chaque fois c'est différent. Et aussi, à chaque fois, les grains qu'on analyse sont complexes. Et ça nous fait penser qu'au début du système solaire, il y a eu un très grand mélange, un très grand brassage du système solaire. Comme je vous l'ai dit, il y a eu un remue-ménage, hein, les planètes ont bougé, ça a tout mélangé. Et donc quand on analyse des grains, c'est très rarement des grains qui sont d'une seule nature. Souvent, il y a des tas de petits morceaux et qui viennent probablement de différents endroits du système solaire. Certains ont visiblement été très cuits très près du Soleil, d'autres viennent des régions externes du système solaire, ils contiennent un peu de glace encore. Donc ça nous fait penser que l'histoire du système solaire, elle a été très mouvementée et très compliquée. C'est vrai, on aimerait bien faire plein de missions de retour d'échantillons. Et d'ailleurs, les Japonais préparent Hayabusa 2, Hayabusa le retour, vers un autre astéroïde. Je ne sais pas jusqu'où ils vont aller. Bonsoir. Est-ce qu'on sait comment s'est oxygénée l'atmosphère terrestre? Est-ce qu'on le sait bien? Si je me souviens bien, l'oxygène est apparu dans l'atmosphère terrestre il y a à peu près 1 milliard d'années. C'est-à-dire la Terre s'est formée il y a 4,55 milliards d'années. La vie est apparue sur Terre il y a 3,8 milliards d'années. Et une composition d'atmosphère d'azote, qui est majoritaire, et l'oxygène, c'est à peu près 1 milliard d'années. Alors, vous savez que la composition de l'atmosphère terrestre est due essentiellement à ce qu'on appelle une atmosphère secondaire, c'est-à-dire c'est ce qui est dégazé de l'intérieur. C'est-à-dire que vous avez l'intérieur, il y a un mélange de différents corps, le centre est très chaud, comme c'est chaud, il faut bien que ça s'évacue quelque part, donc il y a les continents qui se promènent à la surface flottant sur le manteau, il y a des volcans qui évacuent du matériau, et ce dégazage
intérieur a apporté un certain nombre d'éléments, avec ce que vous a dit Fabienne tout à l'heure, à savoir que le carbone est piégé dans les sédiments, etc. Donc c'est un cycle extrêmement complexe. Et en tout cas, cette atmosphère d'oxygène complétant l'azote et tout ça est apparue tardivement, conséquence d'une part du dégazage, et je rajoute conséquence de la vie aussi. La vie ayant évolué, c'est-à-dire sans vie sur Terre, il y a 1 milliard d'années, on n'a pas d'atmosphère d'oxygène. Et donc vous comprenez fort bien que les organismes qui vivaient sur Terre il y a 2 milliards d'années, si vous les émettiez aujourd'hui, ils mourraient instantanément. Et réciproquement, si on vous mettait vous il y a 2 milliards d'années sur Terre, vous mourriez instantanément. Donc il faut bien comprendre que ces systèmes évoluent en interaction permanente. De la manière que les planètes interagissent avec le milieu extérieur, la vie interagit à son milieu, etc. Donc maintenant, le schéma complet détaillé de l'oxygène, alors moi je ne sais pas, mais Caroline qui est beaucoup plus jeune, Caroline, pourquoi je t'appelle Caroline? Je n'ai pas de maîtresse qui s'appelle Caroline, je vous promets. Non, c'est une autre. Et donc je sais pas dans le détail, honnêtement. Donc ma réponse à la question, c'est je sais pas. C'est clairement une conséquence de la présence de vie sur Terre, puisque quand on imagine aller chercher des signes de vie dans l'atmosphère de planètes extrasolaires, en dehors du système solaire, les 3 traceurs, les 3 biosignatures, c'est la vapeur d'eau, le méthane et l'oxygène. Mais l'oxygène, c'est pas très facile à voir, donc on pense regarder l'ozone, qui est plus facile à détecter par les moyens qu'on a. Donc c'est un signe de vie. Alors maintenant, c'est un signe de vie tel qu'on connaît dans les conditions du système solaire. Mais de l'oxygène, il n'y en a pas dans des proportions identiques sur l'atmosphère de Vénus et de Mars, ça c'est clair. Et c'est clair aussi que l'oxygène est apparu tardivement. Il y a aussi une différence dans les isotopes de l'oxygène. Et par exemple, l'oxygène qu'on trouve sur la Lune a des isotopes tels qu'on sait que la Lune n'a pas pu être formée au niveau de Pluton, ni au niveau de Mercure, mais que la Lune s'est formée quelque part à mi-chemin entre Vénus et la Terre, et mi-chemin entre la Terre et Mars, par exemple. Donc l'analyse des isotopes, c'est-à-dire des différents composants des atomes et autres, vous donne des informations sur les conditions qui régnaient au moment où tout ça est apparu. Donc là aussi, on a tout un cycle fort compliqué sur Terre, et comme tu l'as dit, comment dirais-je, c'est lié de manière intime à la vie. Bonsoir. Certains scientifiques pensent que la vie sur Terre, en fait, a été importée, si je puis dire, depuis la planète Mars. Donc je voulais savoir quel était votre avis sur la question et quels sont les arguments pour ou contre cette théorie. La réponse, c'est j'en sais rien. Parce que oui, effectivement, certains collègues m'expliquent que c'est plus facile de démarrer sur Mars, puisque nous savons maintenant, nous sommes tous convaincus que Mars avait un climat chaud et humide au début, ça on en a la preuve. Donc chaud et humide, toutes les conditions, il y a de l'eau, la bonne température, c'est pas trop loin du soleil, toutes les conditions sont réunies. Or il se trouve que Mars a une masse plus faible que la Terre. Mars est bombardé comme la Terre, par des météorites, par des corps très, très gros. Et quand vous bombardez la Terre, vous avez de l'éjection de cailloux. Mais la Terre ayant une masse plus importante, ces cailloux, pour la plupart, retombent sur Terre. Alors que Mars ayant une masse plus faible, certains vont échapper à la gravitation martienne, effectivement, vont s'évader de Mars, vont tourner autour du Soleil, et certains vont tomber sur la Terre. Et donc nous recevons sur Terre des météorites martiennes. D'ailleurs, entre parenthèses, d'entre vous, si vous êtes très amoureux d'une dame et que vous voulez faire un cadeau extraordinaire, ne le ferez pas un diamant, c'est commun. Offrez-lui la chose la plus chère qui soit au monde, c'est un morceau de météorite martienne. C'est très laid mais très cher. Donc la dame comprendra que vous êtes très amoureux. Ah bon, ça je referme ma parenthèse. Donc les météorites martiennes tombent sur Terre sans arrêt. Et certains collègues se sont dit, bon, si la vie a démarré, on sait bien que les bactéries, les machins, Fabien nous a dit tout à l'heure, on transporte du monde, il y a des passagers clandestins. Donc il y avait des passagers clandestins il y a fort longtemps. Et dans les schémas qu'ils ont d'apparition de la vie martienne aurait 200 millions d'années d'avance sur la nôtre. Donc ils auraient de l'avance sur nous. Donc en gros, les martiens seraient là, ça serait nous. Donc c'est nous les martiens. Voilà la théorie des gens en question. Moi, j'en sais rien. Ils sont contestés par d'autres. Et ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être envoyer un bonhomme sur Mars, mais pas un sportif ou un militaire, profession pour laquelle j'ai une grande admiration, mais un vrai scientifique. Mais un vrai scientifique, vous savez, ça peut difficilement devenir un cosmonaute, parce qu'en gros, un cosmonaute, c'est un monsieur qui obéit aux ordres, et un scientifique qui obéit, ça peut pas être un bon scientifique. Donc, quand les voyages seront plus faciles, quand ça sera moins cher, quand ça sera plus long, eh bien, il faudra qu'un géologue dise, voilà un fossile. Et si on trouve dans les rivières martiennes, qui sont là, des fossiles, la vie a effectivement démarré. Alors comment elle a pu contaminer la Terre ou pas, faudra voir. Si on ne trouve pas de fossiles, ça devient intéressant. Ça s'est passé autrement. Mais quel que soit le résultat, c'est forcément intéressant. Donc, camarades, continuons la lutte. Il faut d'autres missions. Enfin bon, vous connaissez le discours. Qu'est-ce que vous espérez, vous attendez de l'exploration du système solaire ces 10, 20 prochaines années? Ce que j'attendrais... Alors, il y a deux manières. Pour tous les deux. On peut attendre les choses personnellement,
Personnellement, Oui, c'est une question personnelle. Hein, vous, personnellement, en c'est tant qu'homme. revoir Neptune, m'amuser. Parce que finalement, dans la vie, non seulement je m'amuse. Moi, quand j'étais petit, mes parents étaient modestes. Je voulais un train électrique. Mais mes parents n'avaient pas de gros moyens. Et maintenant, j'ai mon train électrique Cassini. Et en plus, le CNES me finance grassement. Hein. Donc, c'est extraordinaire. Hein. Donc, je suis content. J'ai envie de continuer, tout simplement. Maintenant, ce que je voudrais, c'est pour la science. Non, électrique, j'ai dit, pas à vapeur. Il l'a pas. Maintenant, scientifiquement, il est évident, ça va progresser, puisque finalement, l'histoire scientifique, c'est de voir tout ce qu'on a tenté et tout ce qu'on trouve qui dépasse ce qu'on attendait. Mais pour moi, le plus grand progrès qui puisse exister, c'est sur le plan culturel. Nous avons actuellement dans notre société 2 grands problèmes. Le problème de la violence, le problème du chômage. Et je pense que la solution à ce problème, le problème de la violence, c'est pas dans la police. La police, il la faut bien entendu. Mais c'est la culture. D'autres ont dit beaucoup mieux que moi que la violence n'est pas fille de la pauvreté, la violence est fille de l'inculture. Et je pense que dans ce domaine, on n'a pas tout essayé. Pour avoir essayé, on m'a envoyé un jour dans des quartiers difficiles, quartier de Marseille, Mantes-la-Jolie, etc. Des gamins entre 9 et 15 ans, agités comme des pucerons, etc. Ils brûlent les voitures. Et je me suis rendu compte que quand on les prend, je dirais, du bon côté, vous avez les yeux qui commencent à briller. Et ces enfants-là qui sont dans des conditions difficiles, on leur ouvre une fenêtre qu'ils n'ont jamais imaginée. Autrement, alors il y en a toujours 5% d'irrécupérables, bon ça c'est comme partout, hein. Mais 95% ils trouvent ça, et ça je me dis que là on n'a pas tout essayé. Ce qui fait que je raconte souvent cette histoire où dînant un soir avec Jacques Chirac et Lionel Jospin, enfin 2 soirs séparés, hein, et ben, je leur avais dit quand vous avez problème dans les banlieues, envoyez les astronomes d'abord, la police après. Hein. Autrement dit, pour moi le plan de la culture extraterrestre, quand vous pensez que les planètes sont utilisées pour un horoscope, je veux dire c'est quand même un cran, c'est prendre des gens pour des couillons, hein, et en plus les gens achètent les journaux. Donc pour moi ce que j'en espère, c'est un peu sur le plan de la culture, de la connaissance. Je suis peut-être très pessimiste à court terme, mais très optimiste à long terme. Les Grecs, ils ont fait des choses extraordinaires il y a 2300 ans. Nous en sommes les héritiers. Il y a eu quelques moments un peu plus sombres. Il y aura des moments sombres, mais à long terme, je pense qu'on y arrivera. Et pour moi, l'essentiel de ça est sur le plan culturel. Quant au chômage, eh bien, quand on dépense 4 milliards d'euros pour une sonde spatiale, qui était le cas de Cassini, c'est pas 4 milliards qu'on va mettre dans sa poche, c'est pas 4 milliards pour montrer des photos. Mais ça veut dire c'est des milliards, des millions, des centaines de millions, des dizaines de millions qu'on va donner aux industriels à qui on dit tu me fabriques un composant. Et ton composant, pas question qu'il tombe en panne. Quand ils font tourner des particules sur la frontière franco-suisse, là, qui franchissent la frontière et qu'ils ont une panne, ils envoient un gars, il répare. Nous, dans l'espace, on ne peut pas réparer. Donc une fiabilité à toute épreuve. Donc l'industriel qui va recevoir des dizaines de millions d'euros pour construire un truc à toute épreuve, il sera le premier du marché. C'est comme ça qu'on lutte contre le chômage. Et je me souviens des réunions qu'on avait une fois que Cassini était adopté, où le représentant espagnol disait moi je veux 3% de retour industriel parce que l'Espagne a des 3%. Le Danois disait moi je veux 1,5% parce que j'ai attendez on n'est pas à Beyrouth au souk là en train de. Mais c'est ça. Et finalement le motif c'est sous prétexte scientifique on finance son industrie. Et donc finalement une activité qui lutte contre la violence, contre le chômage, il représente dans le budget d'une nation, c'est rien du tout. Hein. Je dis bien rien du tout. C'est peut-être pas totalement inutile et c'est la seule voie de sortie, c'est le seul espoir. On a négligé à l'époque de Louis XVI quelques arpents de neige du côté du Canada. Maintenant on parle anglais dans le monde. Négligeons quelques arpents de territoire sur la Lune, demain on parlera chinois. Parce que les Chinois, eux, ils ont lancé plein de trucs. Et pourtant, ils ont d'autres problèmes. Donc ce que j'en attends, c'est un grand progrès. Et comme je suis optimiste, on progressera. Est-ce que vous partagez cet optimisme? Oui, tu as parlé culture, moi je parle... Partons sur une note d'optimisme hein, quand même. Oui. Tu as parlé culture, moi je parlerai coopération. On a fait les choses qui étaient relativement faciles à faire à l'échelle d'une nation ou d'un groupe de nations dans le système solaire. Et c'est l'occasion de montrer que pour ce qui est des étapes suivantes de l'exploration, on peut le faire avec, disons, l'Amérique au sens large, l'Europe, peut-être les Russes. Et ça, je crois qu'en soi, c'est aussi un défi qui est vraiment intéressant. Alors derrière, évidemment, comme l'a dit André, il y a d'énormes intérêts industriels. Et ça, c'est le côté qui me déprime parfois un peu de mon travail, c'est m'apercevoir que, oui, on a mis 10% de cette mission, donc il faut qu'on ait 10% au moins de retour industriel. En même temps, c'est normal, hein, je veux dire, c'est de l'argent du contribuable. Bon, c'est normal, mais bon, c'est parfois compliqué. Mais cet enjeu de coopération, il est particulièrement fort pour les missions d'exploration du système solaire, avec ce côté qui est engageant pour les jeunes, pour le public, le fait qu'on puisse montrer des images, raconter des histoires qui en plus sont jamais les mêmes, puisque ça change. Enfin, c'est vraiment des visions très, très évolutives qu'on a du système solaire. Donc tout ça, il faut vraiment qu'on arrive à le faire fonctionner. Alors moi, si d'ici 15-20 ans, on arrivait à avoir monté... d'abord réussi Rosetta qui est en cours, réussi les missions qui sont en cours comme Bepi Colombo, l'exploration de Mercure. Bon,
Ça serait déjà pas mal, parce que Rosetta, c'est quand même se mettre en orbite autour d'une comète, se poser dessus, étudier les échantillons, c'est quand même quelque chose, techniquement, c'est quand même gonflé. Hein. Donc ça, c'est déjà bien. Et puis après, arriver à monter une grande mission d'exploration de Mars en coopération internationale et une grande mission d'exploration d'une planète géante, moi, j'ai pas de préférence. Hein. Ça serait déjà fabuleux. Et je pense qu'on apprendrait plein de choses pour 15 ans, 20 ans. Tu reviendrais nous voir quand même. En 2057. Bien sûr. Pendant qu'Encelade fait des geysers géants et que Rosetta va se poser sur une comète, pendant que Phobos fait son plongeon dans l'océan, moi je regarde le ciel les jours de fête. Moi je regarde le ciel et je me sens bête. Et le prochain rendez-vous du Mardi de l'Espace, le prochain Mardi de l'Espace, c'est le 21 février. L'espace, enjeux politiques et économiques, point d'interrogation. Avec Laurence Nardon, Philippe Clerc et Alain Dupas. Merci André, merci Fabienne, merci à vous et à la prochaine. Salut, on peut les applaudir. Chacun nourrit sa pensée. Au bar des sciences, chacun nourrit sa pensée. Et chacun nourrit sa pensée.